Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Dans cet épisode, nous allons parler de bande dessinée et plus précisément de BD documentaires et de reportages. Notre premier invité a débuté sa carrière dans les magazines jeunesse de Milan, dans Capsule Cosmique et dans Cho, avant d'adapter sa première série BD multiprimée Nini Patalo à la télévision. Lauréate du prix Artemisia pour esthétique et filature avec Tanks, elle crée en 2009 la série BD HP sur le milieu des hôpitaux psychiatriques. Elle lance ensuite la collection Sociorama avec Yasmine Bouhaga pour mettre en BD les travaux de recherche des sociologues avant de suivre le quotidien des migrants dans la jungle de Calais pour le site du Monde. Militante à travers le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme ou la maison d'édition Exemplaire reposant sur le financement participatif pour une meilleure rémunération des auteurs, Isa Mandel est, avec près de 30 albums de BD à son actif, l'une des boss du genre. Notre deuxième invité est bien connu de nos services puisque Yannick a le plaisir de l'éditer depuis des années. Mais faisons fi de toute suspicion de népotisme, si cet auteur est avec nous aujourd'hui, il le doit à son talent. Il faut dire que son premier roman graphique, Ce n'est pas toi que j'attendais, a rencontré un grand succès critique et public et a véritablement lancé sa carrière de BDaste. S'en sont suivis des BD de fiction comme Les Devis de Baudouin et Suzette ou le Grand Amour, ainsi que des BD documentaires comme L'Odyssée d'Hakim, retraçant le parcours d'un réfugié syrien, ou Les Reflets du Monde en lutte, explorant le parcours de 3 militantes au Liban, au Bénin et au Brésil. Nous sommes heureux d'accueillir Fabien Toulmé. Avec eux, nous allons explorer la BD documentaire et de reportage. Alors, qu'est-ce qui fait un bon récit documentaire ? Comment choisit-on un sujet de reportage ? Faut-il s'inclure dans la narration journalistique ? L'écriture documentaire nourrit-elle l'écriture de fiction ? Comment écrire sur le réel sans trahir ? Comment sait-on quand une enquête est terminée ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cessno. Générique. On entend la petite musique du Ouais, générique. il y aura un tapis musical. Non mais là maintenant. Là, non. Voilà. Je la rajoute en Dernier post-prod repère. après. Mais on peut la fredonner si tu veux. Non, ça ira. Bonjour à tous. Pour démarrer notre podcast, on a une question récurrente qui est: qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Vas-y Lisa. Purée. Je te corrigerai après. Une bonne histoire, c'est une histoire qu'on lit en oubliant qu'on est en train de lire une BD et dans laquelle on peut, je pense, se laisser complètement plonger et dont on ressort, on a vraiment l'impression d'être allé ailleurs. Pour autant, une bonne histoire peut être une très mauvaise histoire aussi. On peut se retrouver happé par des histoires très mauvaises, mais pour moi, quand même, si ça nous a fait voyager, c'est que ça peut pas être complètement raté. Moi, je pense qu'une bonne histoire, c'est un bon équilibre entre des ingrédients, l'idée, le développement, la façon dont c'est traité, avec les dialogues, tout ça, et les personnages. Et je pense que les personnages sont quand même le plus important des trois ingrédients. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée pas folle, on peut avoir un développement quand même qui soit assez solide, mais si on a des personnages hyper attachants, en fait, on passe un bon moment avec eux. Et, enfin voilà. Et moi, j'ai envie de rajouter que aussi une bonne histoire, c'est une histoire qui nous imprègne. C'est-à-dire, c'est une histoire à laquelle on repense. Si elle laisse aucune marque, alors oui, ça tient un petit bonbon, mais c'est pas vraiment une bonne histoire. Et dans notre épisode du jour, on va particulièrement parler de bande dessinée, de reportage et documentaire. Qu'est-ce qui fait un bon récit pour ce type de bande dessinée ? Lisa ? Je pense qu'il n'y a pas de mauvais sujet. Tout dépend de la manière dont on le raconte. Donc en fait, tous les sujets peuvent être passionnants à raconter. Tout dépend du talent entre guillemets du conteur. Et l'histoire la plus formidable peut être soporifique si elle est mal racontée. Vraiment, il n'y a pas de mauvais sujet. Il y a que des mauvais conteurs. Et moi, je pense que ça se fait avec 3 ingrédients. Non, mais ça sera en gros les mêmes ingrédients que l'histoire, sauf que l'importance des ingrédients change un petit peu. C'est-à-dire, je pense que le sujet, l'idée, là pour le coup, a une importance un peu plus grande que dans le cas d'un récit de fiction, par exemple. Et ouais, après, on revient un peu à la façon dont c'est traité, la personnalité de la personne qui va raconter ce documentaire, et puis les personnages aussi. Mais je pense que l'idée, là, pour le coup, est assez importante. Et du coup, est-ce que vous abordez une histoire de fiction ou une histoire reportage de la même manière ? Est-ce que vous abordez ce type de BD de la même façon qu'une BD de fiction ? Moi, non. Parce que la grande différence, c'est qu'on part d'une trame qui existe. Dans la façon dont je le construis, je me laisse beaucoup plus porter par la façon dont j'ai vu ou j'ai vécu les choses, et je viens un peu enrichir ce squelette qui existe avec les choses que j'ai vues, avec peut-être des idées qui vont me venir après. Sur une fiction, il y a quelque chose de beaucoup plus à la fois simple et compliqué, parce que c'est plus simple, on a beaucoup plus de liberté, donc on peut partir dans toutes les directions.
Et c'est justement ça qui rend le truc plus compliqué, parce qu'il y a trop de directions. Pour moi, c'est la différence, en fait, entre le documentaire et la fiction. C'est ça. Le documentaire, pour moi, il y a une exigence de respecter la parole de la personne qui nous confie son histoire. Donc on est au service d'un récit qui est pas le nôtre et on doit à la fois se l'approprier dans une certaine mesure, disons arriver à le digérer pour le ressortir donc de manière intéressante pour un public extérieur. Et quand j'arrive dans un lieu ou quand je rencontre des gens ou quand je parle d'un sujet, je fais vraiment attention à respecter cette parole, ce qu'on n'est pas obligé de faire dans la fiction effectivement puisqu'on part de nous. On part de tout et de rien à la fois. Aujourd'hui, je préfère faire de la non-fiction parce que je trouve que les histoires de la vie, elles se tiennent toutes seules, elles sont passionnantes et aussi parce que je trouve qu'il y a tellement de sujets importants à traiter que j'ai du mal maintenant à faire de la fiction, même si j'adore en lire. Après, on peut faire de la fiction tout en s'inspirant de la réalité. Ça, il y a plein de gens qui le font. Mais les documentaires, c'est un autre exercice, quoi. C'est un exercice où je trouve qu'il faut arriver à la fois à s'oublier soi, à absorber complètement le récit de l'autre, à faire sienne une histoire qui est pas la nôtre, tout en gardant un ton qui est personnel. Paradoxalement, dans vos BD, vous vous mettez en scène. Tu dis, il faut s'oublier soi. Finalement, quand tu visites le camp de réfugiés, ou toi, dans l'Odyssée d'Hakim, vous mettez votre personnage au centre de l'histoire. À quoi ça sert? Je le fais pas tout le temps, puisque là, en ce moment, je fais une série qui s'appelle Se rétablir sur le rétablissement santé mentale et je suis pas dedans. J'ai fait une série qui s'appelait HP où je suis pas dedans. Parfois, notre personnage, il est intéressant quand il arrive un peu comme un personnage un peu candide qui connaît pas le lieu et donc il accompagne quelque part le lecteur. Il suscite de l'empathie envers le lecteur qui, lui non plus, a priori ne connaît pas le sujet ou ne connaît pas le lieu. Et donc, dans ce cas-là, on sert un peu de vecteur, on sert un peu de personnage neutre auquel je trouve le lecteur va pouvoir s'identifier et que nos réactions, ce sont celles qu'aurait peut-être eu le lecteur s'il avait vécu la situation. À partir de ce moment-là, notre rôle, il a une importance dans l'histoire et c'est pour ça que dans La Jungle de Calais, on s'est mis en scène avec la sociologue parce que notre réaction par rapport à ce qu'on voyait, moi, je la trouvais importante dans l'histoire. Et d'ailleurs, quand elle n'avait pas d'importance, on n'était pas dans l'histoire. Tout dépend du type de documentaire qu'on fait. Il y a le documentaire qui est, on parlait de l'Odyssée d'Hakim, qui est de la retranscription de témoignages. Là, il n'y a pas forcément une nécessité de se mettre en scène. Et d'ailleurs, les moments où je me mets en scène, moi, c'est vraiment des petites pastilles pour resituer un peu le contexte, la façon dont ça s'est fait. Et le documentaire, comme parlait Lisa, où tu arrives à un endroit et là, t'es le passeur de ce que tu dois faire sentir à tes lecteurs. Donc, à la fois, peut-être, je sais pas, les odeurs que tu sens, les décors que tu vois, les réactions que t'as, parce que ça peut être les réactions qu'aura le lecteur et c'est important de lui passer toutes ces sensations. Et donc, dans le cas de la retranscription de témoignages, tout passe par la parole de la personne qui témoigne et qui raconte son histoire. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément nécessaire de dire, à ce moment où il m'a dit ça, j'ai ressenti ça, parce que c'est pas le sujet, en fait. On n'est ni l'un ni l'autre, ni sociologue ni journaliste, et je pense que c'est important à un moment donné de resituer la parole. Parfois, si on s'enlève du récit, ça donne une impression d'universalisme, genre, ce que je dis est la vérité, puisqu'on n'est plus là pour témoigner que c'est juste une personne qui est auteur de BD qui témoigne, et ça peut fausser le récit. Nous remettre en scène, c'est aussi un peu d'humilité à dire on parle que de notre point de vue. J'ai réfléchi là en faisant un reportage il y a pas longtemps. Si tu mets une voix off pour dire un truc, ça paraît sentencieux. Alors que si tu le mets dans la bulle du personnage, on se dit c'est le personnage qui le dit avec toutes ses failles, ses méconnaissances. En plus, je pense que tous les deux, on a aussi cette tendance quand on se met en scène à se mettre dans des situations qui sont pas forcément à notre avantage, soit parce qu'on est un peu candide, un peu bébête, ce qui correspond pas du tout à la réalité. Mais du coup, ça, justement, ça vient renforcer ce que tu dis, le côté de je suis pas un sachant. J'amène mon avis et l'avis des gens qui savent vient plutôt de l'extérieur, vient des gens qui vont être soit des sociologues, soit des chercheurs, soit des gens qui habitent l'endroit où on va et qui, dans ce cas-là, seront légitimes à dire ce qu'ils ressentent de façon plus objective. Dans ta dernière BD, Fabien, t'as même créé un petit personnage fictionnel qui accompagne ton propre personnage. C'est l'espèce de prof d'histoire sur un petit nuage. C'était quoi sa fonction narrative? Pourquoi tu as créé ce personnage en plus du tien? Alors, il y a beaucoup de choses que je fais quand je le fais, je sais pas pourquoi je le fais. Et c'est un peu après, je me rends compte pourquoi je le fais. C'est qu'en fait, un hommage à Sangoku. Non, ouais, aussi, c'est vrai. Non, mais en fait, au moment où je fais ce reportage, je repense à mon prof d'histoire géo, donc pour la petite histoire, qui nous faisait vivre la grande histoire en nous racontant des anecdotes qu'il avait éventuellement vues sur place. Et lui, il nous parlait du mur de Berlin. Et moi, d'une façon générale, l'histoire me passionnait pas, mais quand il ramenait un peu de vie réelle, en fait, j'étais captivé. Et donc, je me dis, finalement, ce que je fais, c'est un peu ce que faisait ce prof d'histoire géo. Et sur certains passages, j'étais un peu mal à l'aise, justement, à avoir cette voix de sachant. Parce que sur des sujets aussi complexes que comment s'est formé le Liban, comment fonctionne le confessionnalisme, tout ça, je me sentais pas hyper légitime. Et je pouvais pas à la fois être le candide qui va explorer le pays et faire peut-être des bourdes ou des fausses constatations, en même temps la personne qui va envoyer du savoir un peu académique. Et en fait, l'existence de ce monsieur Guilledou sur son petit nuage, c'était aussi une façon, moi, de me décharger de ce côté-là et peut-être de plus suivre cette ligne que j'avais imaginée du candide qui va emmener le lecteur par la main pour découvrir l'endroit, quoi. Tout à l'heure, Lisa, tu disais qu'il y avait beaucoup de sujets. Il y a quand même
quelque chose qui vous lie, c'est que vous n'avez pas choisi de faire une BD documentaire sur comment on fabrique des tracteurs. On a un voisin, Christophe Blain, là, qui a fait une extraordinaire BD sur un restaurant. Vous avez quand même quelque chose de militant dans vos choix. Comment vous choisissez ce qui va être le sujet de votre prochaine BD? En l'occurrence, je continue de penser qu'on peut faire une super BD, on peut raconter une super histoire sur tous les sujets. Par contre, effectivement, moi, j'ai besoin de les sujets, il faut qu'ils me remuent, il faut qu'ils me donnent l'impression qu'il y a besoin d'en parler. Plus que ce qui est déjà fait. Et souvent les sujets que j'ai traités dernièrement, enfin de reportages en tout cas, c'était souvent des sujets qui sont pas ultra traités et où je me suis dit il y a une urgence à en parler. Le Liban c'est plus parce que alors là pour le coup j'étais sur place et que j'avais envie d'en parler parce que j'y étais, mais les autres sujets plus lourds comme la jungle de Calais ou comme là la santé mentale, oui c'est vraiment. Tu peux pitcher un peu Se rétablir, ce que ça Alors raconte. Se rétablir, c'est un livre sur le rétablissement en santé mentale, donc c'est un livre qui parle de l'idée qu'on peut vivre heureux et avoir une vie épanouie avec ou malgré un trouble psy lourd, c'est-à-dire la bipolarité, l'étiquette schizophrène, entendre des voix, la dépression, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, que malgré ces troubles qui donnent l'impression que la vie est foutue, en fait, 2 personnes sur 3 s'en sortent. Et en fait, on le sait pas. Voilà. Ça fait partie des choses qu'on ne sait pas. On pense que quand on est diagnostiqué bipolaire, que les gens bipolaires, ils passent leur temps à faire des dépressions puis à se retrouver à l'HP, qu'en fait, on peut pas avoir une vie, alors qu'en réalité, 7 personnes sur 10, arrivent à vivre avec. Et moi, je parle de ces personnes-là qui s'en sortent, malgré des pronostics lourds, malgré des passages en HP. Donc, c'est un livre qui est vraiment fondé sur la notion d'espoir. Et est-ce que c'est une continuité du travail que tu avais fait sur HP? Tu t'es dit, HP, c'est la version, c'était le récit de tes parents. Alors, c'est un peu le hasard, c'est-à-dire que moi, j'avais fait HP, il devait y avoir une suite qui n'a pas eu lieu, et finalement, j'ai été contactée, en fait, après avoir fait cette série, je me suis retrouvée un petit peu appréciée dans la communauté de l'antipsychiatrie et tout ça, puisque ça dénonce quand même pas mal de maltraitance systémique et de maltraitance de l'hôpital, donc ça a reçu un écho dans cette population-là. Et du coup, c'est un psychiatre qui était très spécialisé justement, qui était axé rétablissement, qui un jour m'a contacté en me disant est-ce que ça t'intéresserait pas de faire une BD sur le rétablissement. Mais moi à l'époque, je savais même pas que ça existait. Donc en fait, je me suis renseignée, ça a duré plusieurs années, j'ai fréquenté un centre où je suis allée régulièrement et le projet s'est concrétisé mais peut-être 4 ans plus tard. Donc au départ, c'est pas venu de mon propre désir, c'est venu de la proposition de quelqu'un d'autre et effectivement que j'ai trouvé ultra pertinente et que je me suis réappropriée pour en faire ce projet. Toi, Fabien? Moi, ça vient plus d'une émotion que, par exemple, d'une curiosité intellectuelle qui serait de me dire, justement, comment on va fabriquer les tracteurs ou comment fonctionne un restaurant. Parce que pareil, je pense qu'il y a pas mal de sujets en fonction de la façon dont c'est traité qui peuvent être super intéressants. Mais moi, il faut que je ressente une espèce d'empathie pour les personnages que je vais rencontrer ou les situations que je vais raconter. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'en racontant leur histoire, je me projette aussi un peu dans leur vie, dans leur situation. Et quand je recrée ces moments qu'ils me racontent, je me projette dans leur peau et tout ça. Donc, il faut que j'ai quand même cette sensation de, pas de proximité, parce qu'on peut être très éloigné, mais cette envie de comprendre d'où ils viennent, comprendre leur vie, et justement qu'il existe cette empathie. Et c'est typiquement le point de départ de l'Odyssée d'Hakim que je raconte dans l'introduction, où je me dis pas forcément qu'est-ce qui fait que maintenant il y a des réfugiés, c'est plus il y a des gens qui décèdent en Méditerranée, je me sens intellectuellement concerné, mais d'un point de vue très viscéral, j'ai l'impression qu'il existe une distance et j'ai envie de réduire cette distance et donc je vais m'intéresser à ces gens. Moi, c'est vraiment plus l'angle de l'empathie et l'émotion et un truc qui m'interpelle et que j'ai envie de comprendre. Et donc c'est moins le sujet en tant que tel et la curiosité intellectuelle, l'envie d'expliquer un fonctionnement, par exemple. C'est pas trop de l'enquête, c'est plus des rencontres, quoi. Comme on a l'auteur et l'éditeur dans la pièce, peut-être on peut pitcher l'Odyssée d'Hakim pour les gens qui ne connaissent pas. C'est en fait la rencontre avec Hakim, qui est un réfugié qui est arrivé en France depuis la Syrie. Et je raconte son parcours en retranscrivant son témoignage, parce que je l'ai interviewé pendant 1 an et demi. Et je raconte justement sa vie d'avant, qu'est-ce qu'il faisait en Syrie, quelle était sa vie et comment d'un coup tout bascule. Il était fleuriste, c'est ça? Il était pépiniériste. Ouais. Et en fait, comment il en arrive à devoir s'exiler et surtout à arriver finalement en France, là où à l'origine c'était pas forcément un projet. En fait, ça s'est fait par rebond, ça a duré 3 ans. Donc voilà ce que ça raconte et ça dure 3 tomes. Et comment tu l'avais rencontré?
Il y avait eu ces événements de décès en Méditerranée qui m'interpellaient. Et il y avait en parallèle un accident d'avion avec un pilote allemand qui s'était suicidé. Et moi, c'était un événement qui m'avait assez fortement impacté. Mais tout à l'heure, je parlais de intellectuel ou viscéral. Là, pour le coup, c'était viscéral parce que je me projetais dans l'avion. J'ai peur de l'avion et je me disais, mais ça devait être horrible, etc. Et à ce moment-là, donc c'était en 2015, il y avait aussi beaucoup de décès de réfugiés en mer Méditerranée. Et justement, comme il y avait cette différence entre impact viscéral ou intellectuel, j'avais envie en fait de connaître quelqu'un qui me raconte ça et de réduire cette distance. Donc j'ai commencé à chercher quelqu'un qui accepterait de témoigner. J'ai appelé des centres d'accueil et c'était très difficile. Par le biais d'une amie journaliste, en fait, j'ai pris contact avec Hakim, je lui ai expliqué le projet, je lui ai expliqué la BD, parce qu'il connaissait pas le médium BD. Et puis voilà comment on s'est lancé. Quand vous faites ce genre de démarche avec les psychiatres, avec des témoignages, comment vous faites pour vous dire là j'en sais assez? À quel moment parce que il faut commencer une expertise, il faut découvrir, il faut apprendre. Qu'est-ce qui fait que vous devenez pas fou en vous disant faut que je lise tous les livres dessus, il faut que je sois sûr de ce qui est dit, comment vous vérifiez l'information qu'on vous donne? Ça dépend des projets. La jungle de Calais, ça s'est arrêté quand la jungle a été détruite. Moi, je travaillais avec une sociologue donc qui elle faisait des interviews en arabe et on réfléchissait ensemble à comment mettre les choses sur papier, mais elle avait à peu près une idée assez claire de ce qu'elle faisait, de qui interroger, tout ça. Quand il s'agit de faire un truc sur la santé mentale, je fais un deuxième tome, donc c'est bien que ça suffisait pas un tome, mais j'ai essayé de raconter le max de choses de la manière la plus claire possible. Je vérifie, j'appelle des gens. Moi, je suis beaucoup dans le dialogue avec les autres gens. En fait, je lis assez peu de documents. En fait, quand je bosse sur un sujet, j'évite de trop regarder d'autres choses qui se font sur le même sujet, parce que j'ai peur que ça m'inhibe ou que ça me stresse. Donc en fait, par contre, je vais chercher les gens qui ont le savoir et en lesquels j'ai complètement confiance, comme des experts, et je vais les interroger. Après, c'est eux à qui je vais faire relire les passages un peu plus didactiques et qui vont me dire si ce que j'ai dit est correct, s'il manque des choses. Moi, je bosse pas sur un espèce de plan préconçu. J'avance dans mon enquête, je la dessine au fur et à mesure, je la publie gratuitement sur les réseaux sociaux. Même pour la jungle de Calais, d'ailleurs, on était sur le blog du Monde. Et l'histoire, elle se construit comme ça, d'un point de vue chronologique. Et les infos qui manquent, on les complète au fur et à mesure ou on les complète à la fin du livre. Mais effectivement, c'est jamais terminé. Ça peut toujours être perfectible, ça peut toujours être mieux. Après, il y a un moment où, de toute façon, on n'a plus le temps ni les finances pour continuer. Donc, soit on fait un tome 2, soit on boucle. Mais c'est vrai que c'est infini, la connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, il y a toujours c'est toujours lacunaire, quoi. Fabien Toulmé, rappelons que l'Odyssée d'Hakim devait faire 120 pages au démarrage, et pas 900. Il y a eu un petit débordement, c'est vrai, à la fois dans les entretiens, mais c'est ce que j'explique souvent, c'est qu'au début, moi, quand je suis allé rencontrer Hakim pour pas trop lui faire peur, et même moi, je croyais à ce que je lui disais, mais je lui avais dit, on se verra 3 ou 4 fois, je pense que ça suffira. Et non, en fait, on s'est vu 1 an et demi. Donc, c'était beaucoup plus long. Et pareil, en fait, dans le traitement, moi, c'est la première fois que je faisais à la fois des interviews et puis surtout de la retranscription d'interviews en bande dessinée. J'avais pas conscience que il fallait à la fois cette masse d'échanges pour arriver à construire une histoire et puis surtout qu'avec toute cette masse d'histoires parlées, ça pouvait donner autant de pages. Mais finalement, sans que je l'ai vraiment trop planifié, en fait, dans l'échange, les choses se sont faites de façon assez instinctive et naturelle. C'est-à-dire que j'ai senti au cours de l'entretien quels étaient les temps importants, qu'est-ce qu'il allait me falloir pour boucler les choses de façon à peu près équilibrée. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut-être prévoir en avance. J'ai tendance à penser que si on prévoit trop, on se crée beaucoup de barrières. Moi, je me laisse vraiment porter par ces moments-là et je me dis que de toute façon, à la fin, il y a quand même comme je vais à la pêche, je pêche plein de choses et puis à la fin, je regarde quel plat je fais avec tous les poissons que j'ai pêchés. S'il y en a trop, je les mets au frigo et puis je les donne à la voisine, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, j'avais pas forcément tout anticipé, tout prévu. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est possible que si, dès le début, je m'étais dit, alors attends, ça fera 3 tomes de 250 pages, il me faudra 1 an et demi d'interview, il faudra que je fasse appel à 3 interprètes, il faudra... je serais pas lancé. Passons à un autre sujet. Donc, c'est bien de pas trop préparer. Là, on parle de ce qu'on découvre au fur et à mesure de l'élaboration. Est-ce qu'à l'inverse, et qu'on rajoute, est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses que vous coupez, que vous censurez pour protéger les témoins, ou parce que vous dites ça, d'un point de vue dramatique, c'est pas intéressant, donc je vais l'enlever. Oui. En fait, il y a une grosse part d'autocensure. En tout cas, moi, dans mon travail, notamment sur HP, où j'ai enlevé des témoignages parce qu'ils n'étaient pas du tout pertinents par rapport à l'ensemble de ce que je voulais raconter, parce que c'était de l'anecdote, et en plus de l'anecdote en général, c'est toujours très trash, donc ça va donner une couleur à l'histoire que j'ai pas envie de lui donner. Exemple, dans les hôpitaux psychiatriques, évidemment, il y a eu des relations infirmiers-patients, évidemment, il y en a eu des abus, mais j'ai voulu croire ma famille là-dessus. Avec tous les abus qu'il y a eu, c'était pas hyper courant non plus.
Donc par exemple, j'en parle pas tellement parce que c'était pas récurrent. Là, dans la psychiatrie, dans le rétablissement, c'est arrivé que des gens me disent, pour protéger l'anonymat. Là, par exemple, je suis en train de retranscrire le témoignage d'une personne qui tient absolument à ce qu'on ne sache jamais que c'est elle. Donc, je vais devoir effectivement changer, par exemple, le sexe de son enfant, son parcours, la ville d'où la personne vient. Je me suis même posé la question de changer le sexe de la personne pour que vraiment on puisse pas identifier. Donc oui, il y a des choses qu'on ne fait pas parce que ça peut mettre en danger les gens, parce que les gens eux-mêmes le demandent, et parce que si on veut travailler dans la confiance avec les gens, il faut vraiment respecter ça. Moi, par exemple, j'ai déjà fait 45 pages de BD terminées, et la personne m'a dit, en fait, je veux pas que ça sorte. Donc je l'ai pas fait sortir, ça m'a donné une bonne leçon, mais je l'ai pas fait malgré elle. J'aurais pu, la personne n'était pas dans son état normal, elle est aussi, je pense, en crise, donc elle s'est rétractée, et j'ai quand même respecté sa parole, parce que si on respecte pas la parole, déjà qu'on s'empare d'une histoire qui est pas à nous, et quand même qu'on en fait un livre, et que quand même on gagne de l'argent avec, même si c'est pas des milliers et des cents, je trouve c'est la moindre des choses de quand même respecter le propos. Donc s'il doit y avoir de la censure, souvent elle vient des témoins. Moi, je vais m'auto-censurer sur des trucs parce que genre l'HP, mais après il y a aussi les gens qui sont prêts à raconter. Des fois, ils me racontent quelque chose, ils disent ça non, ça tu ne feras pas. Ça sent off. Et quand tu parles de toi, est-ce que par exemple dans une année exemplaire, est-ce que là aussi il y a de l'autocensure ou tu es à 100% transparente et honnête et tu balances tout? Ça peut jamais. Alors honnête, oui. Après 100%, ça pourra jamais être objectif parce que pour que ce soit objectif, il faudrait mettre 500 caméras partout là où je suis et puis tout filmer, ce qui serait d'un ennui mortel. Après évidemment que je raconte pas tout. D'abord, je préserve beaucoup. On n'aurait pas dit, mais en fait, j'ai quand même beaucoup préservé ma vie privée. C'est-à-dire, par exemple, ma relation avec ma compagne de l'époque, elle est extrêmement préservée. Vous verrez rien en fait de choquant. Il y a pas de voyeurisme. Et moi, il y a quelque chose que j'ai constaté au fur et à mesure du temps, c'est que tout le monde ne met pas sa pudeur au même endroit. C'est-à-dire que moi, il y a des endroits où je vais parler de moi, je vais faire de l'autodérision, je vais vraiment me mettre en scène d'une manière affreuse parce que ça me fait rire, mais ma pudeur, elle se situe pas là. La pudeur, elle se situe à un autre endroit, et cet endroit-là, évidemment, personne ne va y avoir accès parce que j'ai pas envie de simplement me raconter. Mais voilà, donc c'est aussi que je pense que ce que je peux faire peut choquer des gens qui, eux, n'auraient jamais osé parler de ça sur eux. Moi, j'en parle sans aucun problème. Puis il y a d'autres choses, des gens peuvent parler, par exemple, de leur relation sexuelle avec leur conjoint. Moi, ça, je ferai jamais ça, par exemple, parce que ça me gêne, parce que je trouve que c'est mon intimité. Bon, voilà, je le ferai pas pour moi. Je comprends pour qui ce soit pas ça, le tabou. Donc non, effectivement, tout n'est pas raconté dans une année exemplaire, loin de là. Et même, je protège aussi ma famille. J'aurais pu dire des choses sur mes parents, sur ma famille, quand il y a toujours que j'ai pas dites parce que je savais que ça blesserait les gens. Donc voilà, je fais pas non plus un grand déballage. Et une attention à la réception du livre. Évidemment, ma mère tu dis évidemment, il y a des auteurs qui ah oui, mais moi je sais que ma mère elle est hyper sensible. Le peu de fois où j'ai dit oui, elle me donnait des barres chocolatées pour sauter les repas parce qu'elle pensait que c'était mieux, qu'il fallait que je maigrisse et tout. Ma mère déjà elle en a fait c'est pas vrai, je te l'ai donné pour le goûter. Je dis mais enfin maman, mais rien que ça. Pourtant je dis après j'explique le contexte. Elle a déjà, je voyais comme elle l'avait déjà pas hyper bien pris. Je me suis dit si j'étais allée vraiment dans les trucs. Je me fâchais avec ma famille, puis c'est pas le but. C'était pas du tout le but de ce livre, en tout cas. Je réglais pas mes comptes. Et toi, Fabien, est-ce qu'il y a des choses que tu autocensures? Comme je disais tout à l'heure, je ramène pas mal d'informations et il y en a que je coupe parce que sur le moment, j'ai l'impression que ça va être très important pour l'histoire. Et en fait, quand je commence à poser les séquences, le déroulé, je me dis non, en fait, c'est redondant. Ou alors, en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations à capter, en particulier quand on voyage. Il y a les informations visuelles, il y a les choses qu'on nous raconte. Il faut les capter, les enregistrer. Donc moi, je suis là réceptif. Je reçois plein de trucs et quand je rentre effectivement au bureau et je commence à écrire, je fais oui, non, là, j'ai l'impression que c'était génial, mais en fait, voilà, ça sert pas le récit. Il y a des choses que je retire de moi-même. Comme j'ai un attachement profond au personnage que je rencontre, des fois, je trouve que ça tombe à côté ou que ça sert pas et je le retire pour pas les desservir finalement. Et puis il y a les moments aussi où je sens que c'est des sujets très perso. En fait, quand je fais des interviews, les gens globalement se livrent beaucoup et ils ont pas toujours la conscience de ce que ça va impliquer. À la fois le fait d'être raconté, le fait d'être publié, puis le retour du public sur des histoires très perso. Si je comprends à ce moment-là que c'est un point très sensible, je pose quand même la question, mais je la repose aussi au moment où je fais les pages. Alors là, pour Hakim, c'est une question que j'avais posée, mais que j'ai quand même laissée, puisque lui était très OK avec ça. C'était le passage de la prison et de la torture. Donc au moment où il me le raconte, même moi, en fait, j'ai pas forcément ni envie ni besoin qu'il me le raconte, parce que pour moi, ce qui était important, c'était les étapes. C'était pas forcément plongé dans le détail de la torture. Donc moi-même, je lui dis, t'es pas obligé de raconter dans la bande dessinée. On a la possibilité de représenter les choses par de l'image, par des métaphores, des symboles. T'es pas obligé. Et lui, il dit si, j'y tiens.
je lui ai quand même redemandé après si ça lui posait pas de problème. Et dans le dernier aussi, dans Les Reflets du Monde, il y avait un passage avec l'une des témoins. T'expliques ce que c'est Les Reflets du Monde. Alors, Les Reflets du Monde, en fait, le principe, c'est une série où, pour chaque tome, j'aborde une thématique qui fait un peu le monde dans lequel on vit, et plutôt justement que de le raconter sous l'angle de la personne qui sait, parce que je sais pas particulièrement ces sujets-là. Je vais à la rencontre de à peu près 3 personnes dans 3 pays qui vivent ces thématiques-là, et en fait, en racontant leur histoire, on arrive à comprendre un peu plus globalement ce que ça signifie. Et donc, sur le premier tome, c'était les luttes et l'engagement. Et donc, plutôt de faire un livre didactique sur la lutte et l'engagement, parce que même, je pense, ça m'aurait pas tellement intéressé. Je suis allé, à la rencontre de 3 personnes qui étaient dans des situations de lutte et d'engagement. Et je raconte, je les interviewe, ils me font visiter leur endroit, comprendre la façon dont ça se passe dans leur pays. Donc, je suis allé au Liban, au Brésil et au Bénin. Et voilà, dans ces 3 situations, je raconte un petit peu l'histoire des gens que j'ai rencontrés. Et donc, pour revenir à cette question de la censure, au moment de l'un des reportages, ça concernait Chanceline, donc c'était au Bénin. Elle, c'est une jeune femme qui s'implique dans la lutte pour les droits des femmes, et elle me raconte que son père est décédé du sida. En fait, au moment où elle me le raconte, je dis est-ce que tu veux, parce que c'est quand même un point qui est assez sensible dans notre culture à nous, mais alors au Bénin, c'est quelque chose qui est très impactant, quoi. Ça relève du tabou de la sexualité, de plein de choses. Et elle sait pas trop, et donc je lui redemande au moment où j'écris le reportage, et là elle me dit, moi ça me paraît signifiant par rapport à mon parcours, parce que l'idée c'était de raconter son parcours de militante. Et comme elle me dit que ça l'a probablement construite dans sa façon de vivre les choses, et ça l'a amené à lutter pour les droits, et pas simplement les droits des femmes, mais tout ce qui concerne la santé sexuelle, le consentement, ce genre de choses, à ce moment-là, effectivement, on le met. Mais il y a sans arrêt, cette jauge à trouver entre je livre des choses qui sont très intimes et en même temps importantes, ou alors il vaut mieux les retirer ou peut-être les symboliser. Moi, je crois que dans ma carrière d'éditeur, je pense que t'as fait l'omission par pudeur la plus jolie. Tu vois de quoi je parle ou pas? Oui. Alors, on s'est rencontrés à propos d'une histoire qui était la tienne. Ce n'est pas toi que j'attendais, que je vais te laisser raconter en quelques phrases. Ce n'est pas toi que j'attendais. Donc, effectivement, c'était ma première BD. À cette époque-là, j'avais envie de faire de la bande dessinée et je commençais un peu à publier dans des magazines. Et je vais à Angoulême où je rencontre Yannick pour lui proposer, pour lui montrer surtout des dessins que je faisais. Et voilà, on commençait à discuter. Et à ce moment-là, il commençait à naître dans mon esprit un projet d'histoire, mais c'était pas formalisé. Ça, c'est la version jolie. Je vais donner ma version. Ouais, mais ça c'est une différence qu'on a, et je pense qu'on a une mémoire sélective, et peut-être que la mienne est vraie, mais la mienne est plus rigolote. La tienne est plus rigolote. Donc Fabien vient et me montre j'avais vu des dessins de Fabien dans Les Autres gens, et je trouvais ça intéressant ce qu'il faisait, et il me montre des planches du psychopathe. Et moi, le psychopathe, autant en tant que lecteur, ça peut me parler, autant en tant qu'éditeur, je sais pas quoi en faire, et donc je lui dis, mais est-ce que c'est très bien, c'est drôle, mais est-ce que t'as pas une vraie histoire à raconter, parce que là, je sais pas quoi en faire. Et c'est là où tu m'as dit, oui, il m'arrive quelque chose. Ouais, et donc cette histoire, je commençais à la réfléchir, mais je m'étais toujours dit que je la proposerais pas à des éditeurs par le biais d'un envoi dossier, parce que j'avais pas envie d'avoir des retours critiques ou négatifs sur une histoire qui m'était personnelle. Et donc l'histoire, c'est la suivante. 3 ans auparavant, il y a ma deuxième fille qui est née, qui s'appelle Julia, et qui est née avec une trisomie 21 qui n'avait pas été détectée pendant la grossesse. Et moi, à la fois le handicap et la trisomie 21, c'était une de mes plus grandes peurs de vie, c'est d'avoir un enfant porteur de handicap. Et une fois que toute cette phase-là de découverte, de rejet, de colère est passée, et une fois que j'ai fait mes pages dans le psychopathe, je me dis qu'il y a un truc très universel dans mon parcours, au-delà de la question d'avoir un enfant, au-delà de la question de découvrir un enfant porteur de handicap, il y a la question de quelle façon un événement négatif, on le transforme, et il nous transforme, et éventuellement il nous rend quelqu'un de meilleur, mais ça arrive pas toujours, mais dans mon cas, j'avais cette sensation-là. Et donc voilà, c'était ce projet-là que j'ai présenté à Yannick après les planches du psychopathe. Alors le psychopathe, pour les gens qui ne connaissent pas, on va préciser ce que c'est le magazine, c'est ça? C'est un magazine de bande dessinée qui n'existe plus maintenant, et qui était sur une veine humoristique, à la fluide glaciale, peut-être un peu plus trash. En essayant de commencer ma carrière de dessinateur, c'est la première revue publiée en kiosque qui m'a pris une planche de bande dessinée, et je pense que c'est une de mes plus grandes émotions de jeune auteur, c'était de découvrir ma page dans le psychopathe. J'avais vraiment des larmes aux yeux en fait de découvrir ça, parce que c'était pas grand chose, hein, mais j'avais l'impression d'un écart tellement grand entre la vie que j'avais avant, pas auteur de bande dessinée, et là une espèce de petit doigt de pied qui entrouvrait la porte vers le... Avant, t'étais ingénieur, c'est ça? Ouais.
J'étais un Et génie. alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire, c'est que donc Fabien écrit son histoire Ah oui, avec sa c'était fille. ça l'histoire. Et au début, le père, donc Fabien, est en rejet par rapport à son enfant, et donc il s'en occupe assez peu. Et donc le chemin du papa, ça va être comment il va se connecter à son enfant. Et il me livre un scénario. Et je lui dis, mais c'est bizarre parce que là, il la rejette, là, elle a un problème cardiaque, puis là, après, il s'en occupe bien. Et il me dit, oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il lui a donné le bain. Et en fait, il y a une scène extrêmement belle dans ce livre, qui est le moment où, revenant de la clinique, pour la première fois, il lui donne le bain et il se passe quelque chose entre le père et l'enfant. Et cette scène, elle était dans sa tête, mais elle n'était pas dans le scénario. C'est-à-dire que, je pense, inconsciemment, tu l'avais gardé pour toi. Bah parce que je pense un peu comme Lisa. En fait, de nature, je suis plutôt réservé. Et là, curieusement, j'ai livré beaucoup de choses de moi et de mes cheminements internes. Mais en fait, comme j'avais délimité précisément ce que je voulais raconter, c'est-à-dire uniquement cet angle-là, c'est-à-dire la relation du père avec sa fille, pareil, moi, sur les côtés très intimes de sexualité ou autre, j'irais pas du tout. Étant réservé, j'avais quand même voulu livrer cette histoire-là, mais je pense que c'était tellement au cœur de mon intimité et de ma relation père-fille que en fait probablement j'avais voulu la garder pour moi et Julia et donc pas la livrer aux gens, et pourtant j'avais livré des trucs bien pires dans cette histoire, enfin pire, en tout cas moins a priori avouable, sur la colère, sur le rejet, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça, c'était quelque chose de très très fort émotionnellement, parce que c'était ce qui nous liait, c'était ce moment de bascule en fait. Lisa, au-delà de tes œuvres propres, tu as aussi lancé une collection qui s'appelait le Sociorama, et dans laquelle on va suivre des études sociologiques, mais sous le biais de la fiction. Quand j'ai fait HP, j'ai été contactée par à l'époque un groupe de doctorants en sociologie, tout juste diplômés, qui avaient monté une asso qui s'appelle Socio en Case et qui ont créé un colloque sociologie et bande dessinée, dans lequel plusieurs personnes ont été invitées, dont moi. Et c'est bon, pour la petite histoire, j'ai été invitée sur les femmes et la sociologie, un truc comme ça. Et j'avais d'ailleurs fait encore une fois, j'avais fait un coup de colère, ça m'avait super énervé. J'avais dit, mais vous invitez tout le monde pour genre Binet, c'est sur la sociologie et le couple. Enfin, ils avaient invité tous les gens sur des sujets. Puis alors moi, c'était les femmes et la sociologie, un truc comme ça. Et donc, c'était mon premier contact avec Yasmine Boiga, avec qui après j'ai cofondé la collection. J'ai dit, écoutez, je vais pas venir, je refuse toujours qu'on m'invite pour les femmes et la BD, je vais pas accepter là. Et après, elle me dit, non, mais finalement, on a changé le sujet, c'est le féminisme dans la BD, la sociologie, un truc qui passe. Donc j'ai bon, d'accord. En fait, quand j'arrive, je me rends compte que ça n'a rien changé du tout. Elle avait juste changé l'intitulé pour que je vienne. Donc j'étais un peu remontée, mais après, en fait, une fois là, les sociologues ont commencé à raconter leurs projets. Et j'ai trouvé qu'il y avait justement des projets passionnants. Et je me suis dit, bon sang, mais ils ont vraiment pas l'audimat qu'ils méritent, ils ont vraiment pas la tribune qu'ils méritent avec des sujets aussi passionnants. Et je me suis dit, bah ce serait marrant de mélanger sociologie et bande dessinée, mais c'était vraiment le tout début où ça commençait à se faire, c'est-à-dire que en même temps que nous, quand on a monté ce projet, il y a eu la petite BD-Tech des savoirs qui s'est montée. Je pense qu'on est arrivé, en fait, on a parlé dans une vague de BD sociologiques, documentaires, ça commençait à arriver en masse. Donc on s'est retrouvé un peu dans l'air du temps, et donc on a signé avec Casterman cette collection. Ce que je peux dire, donc, c'est que nous, on créait des fictions, par contre, adaptées d'enquêtes sociologiques. On voulait pas être trop didactique, que ça a duré un temps, que c'était hyper intéressant. Pourquoi ce choix de la fiction? Parce que justement, alors c'était une parole de Benoît Mouchard, donc qui est maintenant directeur artistique chez Casterman, enfin depuis un petit moment, qui venait d'entrer en poste et qui a dit, on fait pas Bécassine en Afghanistan. Il trouvait que fallait sortir de ce truc de la personne naïve qui arrive, qui connaît rien. Donc on s'est dit, on va faire des fictions. Alors c'était pas facile parce que les sociologues sont des chercheurs en général sont des personnes en fait extrêmement précises et pointilleuses. Donc faire de la fiction avec un sociologue, déjà c'est extrêmement compliqué parce qu'il va dire ah, mais alors, par exemple, si on fait un truc sur le foot, il va dire, ah non, mais là, les joueurs, en fait, ils s'épilent complètement, faut t'enlèves tous les poils. Ou alors, là, le joueur, il peut pas avoir cette voiture à ce niveau-là de football. Ils vont vraiment s'arrêter à des détails. Et en plus, ils savent que c'est de la fiction, mais pour eux, c'est quand même un peu leurs interviewés. Et donc, on a créé, en fait, des cas types. Moi, j'ai fait celui sur le porno, par exemple. Donc, j'ai raconté l'ascension d'un jeune homme noir qui veut percer dans le porno et comment il rentre dans le milieu, comment il y reste. Avec lui, on découvre comment ça se passe dans le milieu du porno professionnel, on va dire middle class, donc c'est pas le gonzo dégueulasse d'internet, c'est pas non plus le top, mais c'est les gens qui louent des villas pendant 3 semaines en Espagne et qui tournent un porno en 3 semaines. Et le sociologue, lui, était allé sur place et avait carrément participé, il faisait la lumière, il a pas participé aux débats, mais il faisait la lumière, et puis parce qu'il voulait pas de voyeurs, entre guillemets. Donc voilà, moi j'ai découvert un monde que je connaissais pas, et j'en ai fait un portrait type qui est en fait le résultat de plein d'études différentes qui se rejoignent. Donc parfois, on a pu nous dire, ah,
c'est un peu facile. On prend une personne, vous faites comme si c'était la généralité. Je dis mais non, cette personne c'est la somme de dizaines et de dizaines d'entretiens. Ouais, moi j'ai pu tester l'effet de celui sur le personnel de bord des compagnies aériennes chez Air France et ils sont beaucoup reconnus dans tout ce qui était dit. Ah mais oui, parce que la chercheuse, elle a vraiment fait un travail. Alors elle, c'est la seule qui a fait son enquête en même temps qu'elle faisait le livre. Elle a réussi aussi à faire un enfant en même temps qu'elle faisait l'enquête. D'ailleurs, c'est un des projets que je préfère chez Sociorama, celui-là m'avait beaucoup plu. Baptiste Viro en plus a mis beaucoup d'humour dans le projet, donc c'était chouette. Elle est sociologue aussi assez drôle. Voilà, ça c'était le sujet, parce que moi la socio, j'en ai jamais fait, j'ai fait un bac technique et je l'ai découverte vraiment sur le tard. Et du coup, j'ai appris la socio sur le tas. Le fait de pouvoir apprendre comme ça sans aller sur les bancs de l'école, sans potasser, juste en rencontrant des gens intéressants, on finit par avoir des notions sur des sciences inapprochables. Et après cette collaboration-là, je suis partie sur des projets un peu toute seule. Sachant que le projet que j'ai fait le dernier, je voulais le faire avec un sociologue au départ et finalement, vu la disponibilité que ça demandait, je finis par le faire toute seule parce que je me suis rendu compte qu'il aurait fallu quelqu'un qui, comme Yasmine, quand on a été à la Jungle de Calais, arrête tout ce qu'il faisait et pendant 6 mois fasse que ça avec moi. Et en fait, c'était possible avec Yasmine, mais c'était pas possible avec quelqu'un qui avait déjà une vie. Donc finalement, j'ai fait moi-même, donc ça ressemble plus à du documentaire qu'à de la sociologie pour le coup. De toute façon, le journalisme et la sociologie en réalité, surtout quand c'est des enquêtes, au niveau de l'enquête, ça se ressemble beaucoup en réalité, c'est des protocoles qui se ressemblent. Après, au niveau de ce qui en ressort, non. Parce que le sociologue, il a besoin de digérer pendant 3 ans son histoire. C'est ce qui gênait d'ailleurs un peu Yasmine ou un peu la sociologue qui avait fait le Turbulence, donc sur Air France, c'est qu'elle a pas eu le temps de digérer son enquête. Donc voilà, la différence que le journalisme, c'est un peu de la sociologie non digérée, j'ai envie de dire. Est-ce que ce travail sur des BD de reportage, documentaires, vient modifier votre manière d'écrire de la fiction? Par exemple, Fabien, quand tu fais Suzette ou Le Grand Amour, on voit l'intention militante, c'est peut-être un grand mot, mais l'intention sociale de dire, il y a un thème, la sexualité des personnes âgées, ainsi de suite. Mais est-ce que tu as l'impression que ça a modifié ta manière d'écrire? C'est plutôt chaque ouvrage précédent, ou en tout cas l'accumulation de tout ce qui modifie un peu ma façon d'écrire. J'ai l'impression en fait que je change tout le temps de façon d'écrire. J'ai pas une vraie façon d'écrire, une méthode type. En fait, c'est en tout cas ce que ça peut apporter, c'est nourrir des situations, nourrir des personnages, même nourrir visuellement en fait. Le fait de voir plein d'endroits, de voir des décors, tout ça vient nourrir. Mais non, j'ai pas l'impression. En fait, j'ai l'impression de me remettre un peu en question à chaque bande dessinée, à chaque histoire, et de réfléchir à la façon dont je dois faire les choses pour que ça fonctionne mieux ou de façon plus fluide qu'avant. Mais j'ai l'impression que tu enchaînes à chaque fois fiction, documentaire, fiction, documentaire, fiction, documentaire. Est-ce que cette alternance dans les thèmes de tes livres, elle est vraiment volontaire et tu t'y tiens? Ou est-ce que t'en as fini un, t'as besoin de passer à quelque chose de très différent pour... C'est la technique Spielberg, on a appelé ça. Ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment un truc de j'aime pas la routine. En fait, moi, refaire sans arrêt la même chose, j'ai du mal. Les 3 tomes d'Hakim, je me suis rendu compte que d'enchaîner 3 fois de suite le même genre de récit, c'était quand même pas évident. À la fois, j'étais un peu triste que ça se termine parce que tu quittes une histoire et tout, mais en même temps, j'étais content de passer à autre chose. Donc finalement, ouais, le fait de faire BD du réel, BD fiction, c'est alterner et éviter que je m'ennuie. En fait, je m'ennuie très vite, de façon générale. On a mis en place la stratégie Jurassic Park, Amistad, Minority Report, la liste de Schindler. Oui, j'ai bien compris que vous visez l'Oscar. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il y a quand même, tu viens de dire, BD du réel, BD documentaire. Il n'y a pas de projet de dragon avec des épées magiques. Je change tellement souvent d'avis que là, je pourrais te dire non. Et ça se trouve, dans 3 albums, je vais t'envoyer un projet avec des dragons et tout. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les ingrédients d'un récit. Pour moi, le cœur de l'histoire, c'est aussi l'interaction entre les personnages et ce qui se construit entre eux plutôt que ce qui vient les entourer. Et tout ça, pour moi, c'est de l'artifice, en fait. Enfin, pas de l'artifice, mais c'est du décor. Donc, je pourrais transposer l'histoire de Suzette... Il y a un album, quand on a sorti l'Odyssée d'Hakim, il y a un album qui était sorti sur les réfugiés aussi avec un gobelin. Tu te souviens de ça? Théo Grosjean. Théo Grosjean, ouais. Effectivement, il transpose toute une histoire liée à la crise des réfugiés dans un monde médiéval fantastique, vachement chouette. Ouais, et tout ça, en fait, tu peux le transposer dans plein d'endroits. En fait, ce qui va compter pour moi, c'est vraiment le cœur de ces relations. Et j'ai l'impression que sur ce côté dragon, tout ça, qui a priori est pas trop mon univers, je me dis même que des fois, pour changer complètement, pour dessiner autre chose, parce que dessiner, c'est tellement long et j'aime tellement pas la routine que des fois, je me dis, j'aimerais bien partir sur des trucs plus libres, en fait, inventer des créatures. Moi, je suis beaucoup dans le réel, donc je dessine
J'essaie de dessiner des voitures qui ressemblent à peu près à des voitures, des bâtiments, tout ça. Dans les pays, j'essaie de faire en sorte que les décors retranscrivent bien l'ambiance que j'ai vue. Et des fois, je me dis, ouais, pourquoi pas. Alors, ça arrivera probablement pas tout de suite, mais on sait jamais. Lisa, t'as voulu rebondir à un moment donné quand on parlait de l'alternance entre les... C'est que pour moi, Fabien, c'est quelqu'un qui a commencé avec le documentaire presque. D'abord, tu t'es raconté toi. Ensuite, t'as raconté des fictions, mais effectivement, du coup, avec un ton très réaliste. Et après, du coup, je disais ça, je dis, pour moi, t'as pas eu genre une bascule. Alors que par exemple, moi j'ai vraiment commencé par faire du Nini Patalo, donc vraiment de la fiction jeunesse ultra humoristique complètement absurde, et je suis passée au bout de 4-5 ans à complètement autre chose. Et qu'est-ce qui t'a poussé à... Moi ma vie elle a eu, il y a eu un petit j'ai fait un espèce de début de carrière hyper joyeux, puis il y a eu un moment donné l'ambiance a été un peu cassée, et après ça en fait j'ai plus réussi à refaire des choses complètement gratuites comme je faisais avant. Et puis par contre moi, je trouve que j'arrive plus trop à faire de la fiction maintenant, alors que j'en faisais beaucoup. Parce que je trouve que quand tu fais beaucoup de documentaires, par exemple, là, je voulais faire une fiction, genre une avocate, nanani, puis là, je commence à dire, mais je connais pas du tout le milieu des avocats. Enfin, avant, j'en aurais rien à foutre, hein. J'aurais fait mon truc sur les avocats sans rien connaître. Là, je suis là, non, attends, faut que je me renseigne. Faudrait que j'aille suivre une plaidoirie. Puis d'un coup, j'étais là, non, mais je vais faire un documentaire sur les avocats. Et en fait, est-ce que t'as peur que ça décrédibilise ton travail? Non, mais c'est que maintenant j'ai envie de, en fait, comme Fabien, moi je suis dans une envie de comprendre le monde. Enfin, je pense que je suis aussi très habitée quand je fais les choses comme ça documentaires par l'envie de comprendre les rouages. Et pour pouvoir le raconter, il faut l'avoir compris. Et je trouve que du coup, c'est une très belle manière et une manière très agréable de comprendre les choses, puisque on peut pas ressortir un truc si on l'a pas digéré. Ce truc-là de comprendre, ça fait que quand je parle d'un sujet, d'un coup j'ai envie de comprendre. Je me dis, mais alors le personnage, il peut pas faire. Et avant, je me prenais pas la tête comme ça, quoi. Là. Mais est-ce que quand tu fais, par exemple, Super Rainbow ou Princesse aime Princesse, il y a un message en dessous quand même? Oui, bien sûr. Bon, mais est-ce que mais c'était t'as pas moyen ou envie de fusionner ta connaissance de la manière dont on parle aux enfants et cette capacité à vulgariser pour c'est ce que là j'ai réfléchi. J'ai des histoires en fiction, enfin j'ai des fictions que j'aimerais faire, mais je me retrouve toujours aussi surtout avec un projet documentaire qui m'intéresse plus. Par exemple là j'ai le tome 2 que je suis en train de faire de Se rétablir, mais après ça je m'étais dit là je fais une fiction, et puis alors j'ai fait mon histoire d'avocate là, puis d'un coup je me suis dit ouais mais il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est parce que l'avocate donc est lesbienne. Au départ ça devait être une bluette, hein. Je me suis dit je vais faire une histoire d'amour, un truc super léger entre deux avocates mais qui ont des avis séparés, des avis complètement différents sur le monde. Il y en a une elle défend les pauvres, l'autre elle est d'extrême droite, et en fait après je me suis dit oui mais alors du coup ça pose l'action de la guerre d'Algérie, puis là je me suis dit faut que je fasse un truc sur la guerre d'Algérie. Et en fait je me perds je trouve qu'il y a des sujets tellement intéressants à vulgariser, enfin à raconter, que j'arrive plus la fiction ne m'accroche pas assez. J'arrive aussi à un âge, moi ça fait 20 ans que je fais de la BD, à chaque fois que je fais un projet j'ai envie qu'il soit important pour moi et qu'il ait une importance de manière générale, même si elle est minime et même si elle concerne que peu de gens, et je pourrais plus, je crois aujourd'hui, faire un projet totalement gratuit dont j'en ai rien à foutre, que ça laisse une marque quelconque, juste pour rigoler. Voilà, j'ai plus envie de faire des trucs juste pour rigoler. Mais après, moi, j'aime beaucoup manier l'humour, donc effectivement, il faut trouver un moyen de mélanger les deux. Et peut-être que sûrement que j'en referai, mais il y a trop de sujets. En fait, il y a tellement de sujets qui sont passionnants, qui à la fois ont besoin d'être traités, qui moi aussi, je fonctionne vachement à l'affectif. Si le projet il me révolte ou qu'il m'emporte et tout ça, j'ai envie d'en parler, de faire une BD dessus. Toi, Fabien, t'as fait le chemin inverse, parce que tu arrives à la jeunesse. Donc là, tu viens de sortir Marilou, que je vais te laisser raconter. Marilou, c'est une petite fille qui habite en ville avec ses parents, et ses parents décident de s'installer à la campagne. Et l'idée, c'est de raconter de quelle façon cette petite fille va se faire à son nouvel environnement. Elle va rencontrer deux personnages importants dans sa vie. Ça va être un âne qui s'appelle Gédéon et un rouge-gorge qui s'appelle Georges. Et l'idée, c'est de raconter sa nouvelle vie à la campagne, mais c'est pas le cœur de la série. La campagne, c'est en gros les aventures d'une petite fille avec ses amis rigolos. Encore une fois, c'était vraiment cette idée de faire des trucs différents, casser la routine, explorer des nouvelles façons de raconter. Je me suis rendu compte que raconter, non seulement il y a une différence entre BD du réel et fiction, mais alors raconter de la fiction jeunesse, pour moi, c'était encore un truc vraiment différent. Parce que dans la fiction, jusqu'à présent, à la fois dans les thématiques que j'abordais, mais dans la façon de le faire, il y avait un truc très libre. C'est-à-dire que j'écrivais de façon très instinctive et au fil de l'eau. Et là, en fait, il y avait de plein de contraintes qui apparaissaient
Il y avait la contrainte du format. Moi, je fais des grosses BD et je me laisse un peu emmener par les dialogues, par les situations. Et là, je me disais, bah non, il faut être efficace parce que tu peux pas vendre une BD de 300 pages à des gamins. Et puis aussi parce que ce coup-ci, c'est pas toi qui dessine. C'est vrai, c'est Olivier Dutot. Ça m'était déjà arrivé avant, mais c'est presque une première, ouais, effectivement, de scénariser pour quelqu'un d'autre. Et donc voilà, il y a cette contrainte du format qui est assez nouvelle pour moi. Il y a cette contrainte aussi de l'efficacité d'une certaine façon. C'est pas seulement lié au format, c'est lié à l'enchaînement des situations, à la façon dont tu mènes ton arc narratif. Et ça, c'est des choses que je maîtrisais pas du tout. Je suis pas sûr encore totalement de les maîtriser, mais c'est une autre écriture en fait. À la fois, c'était très compliqué pour moi. Mais en fait, c'est ça qui était chouette. C'était justement d'avoir cette sensation d'apprendre des nouveaux trucs, voilà, de pas refaire sans arrêt les mêmes choses. Et comme c'est une BD pour les petits, c'est vraiment une BD type première lecture, et puis après on peut la lire, même les grands peuvent la lire, mais comment tu t'es mis à travailler tes dialogues, la manière de parler pour être sûr que ça colle à... Bah le point de départ, ça a été de me dire, il faut pas que je la travaille comme une BD jeunesse. En fait, il y a eu plein de moments en dédicace où j'avais des enfants de 7-8 ans qui venaient me voir pour l'Odyssée d'Hakim, pour Ce n'est pas toi que j'attendais, et qui adoraient, et je me dis, mais en fait, si j'essaie de faire de la BD jeunesse en me disant je vais m'adresser à des petits, donc il faut que j'ai un ton un peu bébête ou trop trop enfantin, c'est pas vers là qu'il faut que j'aille parce que c'est pas moi. L'objectif avec Marilou, c'est vraiment de raconter des histoires comme j'aurais pu les raconter dans mes romans graphiques, mais de par le personnage qui va vivre ces expériences et par les relations qu'elle va avoir avec ces deux personnages animaux. C'est plus ça qui va amener le côté BD jeunesse plutôt que la thématique. Parce que autant le premier tome fait appel à des choses comme le déménagement, le fait de se réintégrer à un nouvel environnement, de quelle façon on peut rejeter ce que nous imposent nos parents ou pas. Par exemple, sur le tome 2 là que j'ai déjà écrit, je vais raconter l'amitié entre Marilou et un petit garçon qui est porteur de trisomie 21. Et pour moi, ça c'est des sujets qu'on doit pouvoir aborder en jeunesse sans forcément se dire il faut que je le bêtifie. J'ai envie de le raconter par un autre prisme. Mais le prisme, c'est les personnages, c'est pas la façon de raconter les choses. Toi, Lisa, quand tu faisais Nini Patalo, je pense que Nini Patalo, il y a une forme d'humour absurde qui, je pense que c'est au paroxysme de ce qu'on peut faire. Est-ce que je sais pas, t'avais des gamins tests? Comment tu faisais pour dire, est-ce que je peux pousser cette blague à ce point-là? Est-ce qu'ils vont me suivre? Ou est-ce que tu le faisais de manière instinctive? Ben moi comme Fabien, mais c'était aussi le leitmotiv de Cho à l'époque du magazine dans lequel je prépubliais, qui était un magazine lancé par Jean-Claude Camano et par Zep, le papa de Titeuf. C'était de faire de la BD pas bébête. On pouvait faire des trucs crétins, mais on pouvait pas. Enfin l'idée c'était justement de pas prendre les enfants pour des imbéciles. Donc moi à partir de là en fait Nini Patalo, je pense qu'en vrai fondamentalement c'est une BD tout public, c'est pas une BD jeunesse. C'est-à-dire qu'elle peut, elle d'ailleurs les familles. Quand les gens l'achetaient, c'était toute la famille qui me disait on aime bien, on est fan. J'étais vieux quand je l'ai acheté. Voilà. J'ai eu j'ai eu un public vraiment familial. Et ça m'a fait hyper plaisir. Donc en fait, c'était une BD qui a été cataloguée jeunesse de par le trait et de par le fait que c'était prépublié quand même dans une collection jeunesse. Mais en réalité, les sujets abordés, puisque quand même il y a la mort, la maladie, la dépression, qui sont des personnages en soi. Donc moi, je suis allée très très loin. Je me suis dit, il y a des endroits où on va pas avec les enfants. C'est-à-dire, on va pas vers le sadisme, on va pas vers le gore, on va pas aller vers le sexe. Mais là où on va avec eux, et là où on peut aller, mais il faut y aller à fond. Donc moi, j'ai toujours fait ça et il se trouve que j'ai eu la chance aussi d'être dans une collection qui l'a tout à fait accepté. Et pour avoir eu des lecteurs vraiment de tout âge, j'ai même eu des petits lecteurs qui savaient même pas lire. On prend dans les BD ce qu'on y comprend. Un gamin de 7 ans, il va pas rire aux mêmes choses qu'un adulte de 50 ans, mais pour autant, ils pourront lire et rigoler sur la même BD. Et moi, je me suis rendu compte de ça. C'est que les enfants ont cette capacité à s'inventer des histoires entre les cases, à rajouter des trucs quand ils comprennent pas, ils interprètent. Il y avait vraiment plusieurs degrés de lecture. Moi, je l'ai pas fait exprès. Moi, j'avais 25 ans. C'est ma première BD. J'ai mis tout ce que j'avais à mettre, je l'ai mis, et c'est vrai que je suis partie dans tous les sens et que je me suis éclatée. Et oui, cette BD, on me disait tout le temps, mais qu'est-ce que tu prends comme drogue? Mais comment c'est possible? Parce qu'en plus, c'était une époque, je pense que maintenant, il y en a plus des auteurs jeunesse et des auteurs qui ont cet humour-là un peu absurde. Mais à l'époque où je suis arrivée dans la BD, en fait, on était assez peu nombreux à avoir ce genre de registre. C'est-à-dire que les gens qui faisaient de l'absurde, ils faisaient pas de la jeunesse. Et c'est la vrai jeunesse, c'était très Dupuis, oui, un peu sage. Mais même Zep, Titeuf, c'est marrant, et puis il a un peu dépoussiéré le genre de la BD d'enfant, mais un truc complètement qui part dans tous les sens, il y en avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'auteurs qui ont cet humour-là, un peu décalé. Ça a été adapté en dessin animé. Ça a été adapté en dessin animé. Est-ce que tu as participé à l'écriture de dessin animé? Oui, alors j'ai coécrit la Bible, et puis j'ai coécrit beaucoup d'épisodes dans la saison 1, et ensuite j'ai pris la direction d'écriture de la saison 2, enfin la co-direction,
Et j'ai coécrit pas mal d'épisodes. J'ai dessiné aussi les personnages. Après, j'ai pas, évidemment, c'est un énorme travail, donc il y a plein de pans que j'ai pas du tout maîtrisé, et j'en suis un petit peu chagrinée maintenant. C'est-à-dire 20 ans plus tard, je me dis j'aurais pas fait comme ça. C'est-à-dire, par exemple, pour le dessin animé, il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans les décors. Enfin, je trouve beaucoup d'énergie qui a été mise dans les décors. Alors que bon, moi j'ai un dessin extrêmement simple, il y a quasiment aucun décor, et je me suis dit c'était pas nécessaire de vouloir. Enfin, voilà, si c'était moi qui avais pu, mais j'étais trop. À l'époque, j'avais 30 ans parce que ça s'est fait 5 ans après. J'étais pas à une période où j'étais hyper bien, et je pense que voilà, je me suis pas imposée, alors que je pense que ça aurait pu être plus proche de mon univers à moi de départ, et ça aurait été pour le meilleur. Et j'ai découvert aussi, mais ça je le savais pas, que c'est une série de Boris Guillotto, Nini Patalo en dessin animé, et pas une série de Lisa Mandel, parce que c'est le réalisateur, en fait, qui est le nom de la série. Et ça, moi, c'est un truc que je me suis dit, ok. Donc, ça aussi, si je devais un jour refaire un dessin animé, je dirais, non, mais là, soit je co-réalise ou je fais un truc, parce que c'était bizarre, c'était une série de Boris Guillotto, d'après une idée originale, une idée de Lisa Mandel et Laurent Sarfati, qui est donc la personne qui est devenue un super ami, avec qui on a écrit la Bible, d'après la série Nini Patalo de Lisa Mandel. Et ça, au niveau de l'ego, alors que j'avais coécrit plein d'épisodes, que j'avais fait tout le character design, que j'étais en direction d'écriture à un moment donné, et c'était très vexant. C'est-à-dire. C'est ce qui fait qu'après t'as arrêté l'animation. Ah non, ça s'est arrêté parce que ça a pas marché assez pour en faire d'autres. Après, j'ai fait plusieurs projets avec d'autres gens, on m'a sollicité, puis en fait, c'est assez difficile. Moi, je le savais pas parce que ma série a tout de suite été adaptée. C'est assez difficile d'arriver jusqu'au bout quand on fait un projet d'adaptation, d'arriver jusqu'à passer à la télé. En fait, c'est quoi, 2 projets sur 10, je sais plus, c'est assez bas. Donc les autres fois, après, ça s'est pas fait, mais donc il y avait un projet avec une autre série jeunesse. Et puis après, moi, je suis passée à autre chose. Là, je suis plus sur du long. Là, mais du long en fiction, en prise de vue réelle. Donc je suis passée dans dans d'autres projets. Sur l'écriture ou la réalisation? L'écriture et réalisation. Riche de mon expérience, j'ai dit, je veux bien, en fait, personne n'a rien demandé. Moi, je suis pas le genre de personne à qui on est venu faire des ponts d'or. En général, tout ce que j'ai eu, je suis allée gratter comme une crevarde pour l'avoir. Donc j'ai coécrit avec une amie un synopsis que je trouve que j'ai fait lire à mon ami Laurent Sarfati, qui est scénariste et qui est notamment directeur d'écriture de Last Man en dessin animé, pour ceux qui connaissent, et qui lui, il a fait lire à son producteur, le producteur, donc là en égo. Mais moi j'ai dit, alors dans ce cas-là je réalise, alors que bon, j'ai jamais rien réalisé, mais ça fait quand même 20 ans que je fais de la BD et que j'ai quand même certaines connaissances sur certaines choses, mais j'ai préféré dire je me lance dans un truc que je connais pas, et j'ai même dit, et si je dois pas réaliser, je le fais pas, je fais une BD. Ça me paraît être un bon parallèle. Fabien Toulmé, est-ce que ça vous parle de faire un long en disant dans ces cas je vais réaliser moi aussi? Mais oui, je savais pas qu'on avait autant de points communs, disons, Lisa. Mais moi je le savais, je savais pas pour cette histoire de film, mais étant grande fan de son travail, je pense qu'on a vraiment vachement de points communs dans la façon d'aborder la BD en général, hein, parce que moi je m'ennuie aussi très vite. Après t'as un dessin, on voit que t'es ingénieur, t'as un dessin qui est hyper précis, hyper synthétique, mais le mien aussi, mais il est moins stable. Toi, t'as un dessin, tu vois. Un ingénieur. Non, mais moi, j'adore parce que Fabien, en 3 traits, on arrive à, moi, j'ai connu, j'étais au Liban et tout ça. C'est fou parce qu'en 3 traits, je reconnais l'endroit. Oui, parce que tu es dessiné dans la dernière BD. Oui, je suis dessiné dans la dernière BD. Ouais. Et je suis désolé, je suis pas un grand portraitiste, donc peut-être tu t'es pas reconnu. Ça va, je savais que c'était moi. C'est ça que dans la bulle, il est marqué 1, Lisa. Lisa. T'as quand même un truc, que je reconnais, mais moi, j'ai pas, je trouve, cette capacité à se dessiner dans l'espace, que j'ai jamais eu parce que je suis assez mauvaise en perspective et j'ai pas une très bonne vision de l'espace. Toi, t'as ce truc, mais on partage, je pense, ce grand sens de la synthèse. C'est-à-dire, toi comme moi, je pense qu'on a ce truc d'arriver à retirer d'un énorme texte le fil rouge, et on a cet esprit de synthèse, je sais pas d'où il sort, et ce truc de dire je vais garder les 3 traits qui vont faire qu'on va comprendre où on est, et ce truc-là, moi je le reconnais beaucoup dans ton travail, et je pense qu'il y a effectivement des connexions. Donc ça m'étonne pas, mais je ne savais pas que tu... Tu peux nous en dire 2 mots? En fait, pareil, dans mes BD précédentes, il y a, toutes sont plus ou moins dans des tuyaux plus ou moins longs d'adaptation. Donc, ça m'a fait rencontrer des gens et notamment des producteurs. Ça a commencé à me titiller, en fait, de me dire, je fais des BD qui vont être adaptés par d'autres. Autant, je pense pas que j'adapterai mes propres BD parce que l'idée de refaire un truc que j'ai déjà fait pour quelqu'un qui aime pas la routine, c'est quand même pas idéal. Mais je me suis dit, ça peut être pas mal de faire un truc pour soi. Et j'avais un peu en tête une idée, peut-être pas révéler l'idée parce qu'on est encore en cours de développement. Et je me suis dit peut-être j'en ferai une BD, et je suis allé en observation parce que c'est une BD qui est basée sur le réel, encore une fois, et sur des situations et des personnages qui existent. Et en faisant l'observation, je me suis dit mais ça, il faut trop que ça fasse un film, parce que je me sentais pas capable en BD de retranscrire toute la spontanéité,
l'imprévisibilité des situations. Et donc, j'en ai parlé à ce producteur que je connaissais par le biais de des projets d'adaptation précédents. Et il m'a dit, bah oui. Et là, effectivement, c'est une réponse que j'avais pas forcément envisagée, puisque une fois qu'il m'a dit bah oui, bah il fallait y aller. Et pareil, dans l'idée que moi, je voulais pas simplement faire le scénario, je voulais aussi réaliser. Et un peu comme Lisa, j'y connais pas grand-chose. Mais en fait, globalement, tout ce que je fais depuis le début dans la bande dessinée, avant de le faire, j'y connais pas grand-chose. C'est-à-dire, j'apprends en faisant et j'ai assez à la fois confiance dans l'aide et les gens avec qui je vais travailler pour que ça se fasse, que ça soit en BD avec toi, Yannick, ou avec d'autres gens. Et surtout, en fait, je suis assez convaincu qu'on s'adapte, quoi. Que si on se représente, comme je disais tout à l'heure, toutes les possibilités, toutes les difficultés, en fait, on reste un ça, peu tu bloqué. peux peut-être dire pour les gens qui connaissent pas, mais qui nous écoutent et qui veulent écrire, c'est que à la base, tu es ingénieur en structure. Ouais, génie civil et urbanisme. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, tu vérifies si les maisons vont pas nous tomber dessus. Ouais, c'était en partie ça. Et en fait, t'as fait le switch vers le métier d'auteur de BD à plein temps, en cours de route. Ouais. Comment ça t'est venu de te dire, allez, ça y est, je me lance? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Bah, il y a des racines qui remontent à l'enfance et au fait que quand j'étais gamin, je voulais faire de la bande dessinée. Moi, je me souviens que depuis tout petit, en fait, vers 7-8 ans, il y avait ma mère qui ramenait les piles de papier imprimante, là, les trucs en accordéon avec les petits trous sur les côtés, là, je sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, moi, je faisais des frises de BD très longues, des histoires de cow-boys, de soldats, bref. Pas grand intérêt, mais en fait, moi, il y avait dans l'idée de raconter des histoires en fait, j'étais transporté par les histoires que je lisais. Parce que j'avais vraiment l'impression C'était quoi les BD que tu lisais quand t'étais enfant à cette époque? C'était du grand classique. On n'avait pas énormément de BD. C'était du Tintin, c'était du Lucky Luke, Astérix. Et donc, en fait, moi, quand je rentrais dans une BD, mais je voyais plus le monde autour. Et quand que je dessinais mes bandes dessinées, je voyais pareil. Je rentrais dans l'histoire. Et donc, j'avais ce projet-là, sauf que, bah, évidemment, en grandissant, il y a la raison, il y a peut-être la pression, ce genre de choses. Et en plus, moi, j'avais le profil vraiment ultra scientifique, c'est-à-dire que j'étais nul en français, nul en philo, nul. Là où il fallait écrire, en fait, j'étais nul. Là où il fallait calculer, j'étais très bon. Et donc, bah, de fait, je me suis dit, bah non, faire de la BD... Ça redonne de l'espoir à tous les apprentis scénaristes qui sont pas très bons en l'idée. Bah, peut-être. Je me souviens que pour le bac de philo, j'avais écrit une histoire sur les extraterrestres. Enfin, c'est vrai, en plus, hein, j'avais lu un Sciences et Vie la veille du bac de philo, ça parlait d'extraterrestres et je m'étais dit, c'est assez génial ce que je vais faire par rapport au sujet. C'était, ne peut-on tenir pour vrai que ce qui est prouvé scientifiquement? Et là, je me suis dit, paf, les extraterrestres. Moi, j'ai eu 7. Et donc, c'est vrai que, bah, ça accumulé, je me suis dit, bah non, mais je peux pas faire de la bande dessinée, c'est pas possible. En plus, je dessinais pas merveilleusement bien, je dessinais bien, mais voilà, pour une classe de 30 personnes, j'étais peut-être le meilleur de la classe en dessin, mais pour le commun des dessinateurs, j'étais pas très doué. Et en fait, tout simplement, bah, avec le temps d'ingénierie et le fait de voir que ça me plaisait pas du tout, je me suis dit, mais attends, mais moi, je voulais faire auteur de BD, je voulais pas du tout calculer des poutres et des poteaux. Et donc voilà, j'ai commencé à dessiner d'abord, parce que je savais pas bien dessiner, après m'être arrêté de dessiner pendant toute cette phase-là. Donc je me suis remis à dessiner, au début sur des scénarios d'autres personnes, parce que encore une fois, ce manque de confiance dans ma capacité à écrire. Et puis en fait, la bascule, elle s'est faite de façon un peu bête. C'est que j'avais fait un concours pour un éditeur en ligne qui s'appelait Manolo Sanctis. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était le premier balbutiement du crowdfunding. Ouais. De la bande et il lançait des concours BD comme ça. Et moi, je m'étais donc associé avec un scénariste que je ne connaissais pas. On s'était rencontrés en ligne. Et lui m'envoyait le scénario des pages, page par page, et il a disparu au bout de 3 pages. Et je sais pas ce qu'il est devenu. Et moi, j'étais emmerdé parce que j'avais dessiné les 3 premières pages et il fallait que je termine. Donc, j'ai terminé en inventant une fin. Et alors, j'ai pas gagné, mais par contre, il y avait l'un des membres de Manolo Sanctis qui m'avait écrit pour me dire que ils avaient beaucoup aimé la fin et qu'ils avaient hésité à Ils t'avaient dit le début pas ouf, mais la fin très bien. Non, mais ils avaient dit c'est surprenant. Et effectivement, c'était surprenant puisque ça avait rien à voir avec a priori ce sur quoi on était parti. Et en fait, c'est anecdotique, mais ça m'a donné en fait, c'est la première fois que je me disais, ah non, mais ça se trouve, en fait, je peux moi-même écrire mes propres histoires. Donc t'avais validé, quoi. Bah ouais, enfin ça m'a redonné confiance tout simplement et puis en plus j'ai éprouvé du plaisir. En fait, c'était la première fois que je me suis rendu compte que moi ce que j'appréciais dans la BD, c'était pas simplement le dessin, mais c'était même surtout le fait d'écrire les histoires, d'inventer les situations, de faire vivre les personnages. Et voilà comment de ce micro événement en fait petit à petit, j'ai pris confiance et puis j'ai commencé à écrire et puis des trucs plein de trucs
pas terrible, mais en fait, c'était aussi une façon de rattraper le temps de l'apprentissage que j'avais pas eu avant. Toi, Lisa, t'as fait des études d'art appliqué, c'est ça? Ouais, alors moi, je vais faire de la BD depuis j'ai 4 ans à peu près, donc j'ai pareil, mais c'est marrant, c'est fou. Qu'est-ce qu'on a bien fait de vous mettre ensemble? Non, je savais déjà, parce que avec Fabien, c'est déjà... Mais en fait, un peu comme Fabien, moi, je faire de la BD depuis que je suis toute petite, et avec mon frère, alors on faisait des immenses frises interminables. Alors nous, c'était, parce qu'il y avait la dernière séance le mardi soir, donc c'était déjà plus du tout de notre époque, hein. On faisait les Japonais contre les Américains pendant des heures, alors ils se combattaient, puis ça a duré. On faisait des bateaux pirates, des attaques de bateaux pirates, mais sur des frises comme ça, infinies. Et moi, je faisais aussi des petits journaux. Par exemple, il y a eu Rocky 4 m'avait vachement marqué. Donc il y a des scènes entières où il se prend un pain, il se reprend un pain, il devient de plus en plus ensanglanté. Et même mes premiers dessins, ça a directement été de l'image séquentielle. C'est-à-dire que la première fois que j'ai illustré un récit c'était à la maternelle sur la fée des dents, alors qui est pas du tout un truc en plus français. La fée des dents, c'est plutôt américain. Moi, le dessin, c'est, il y a pas un dessin avec une fée des dents, il y a 4 dessins avec la fée des dents, les dents qui arrivent. Bon, extrêmement bien dessiné, évidemment, j'avais 3 ans et demi, mais c'était déjà de la séquence. Donc moi, j'ai voulu faire ça, et contrairement à Fabien, par contre, moi, j'étais bonne à l'école aussi, mais j'avais une mère qui m'a toujours encouragée à faire ce que je voulais. Alors elle, son obsession, c'était qu'on fasse un métier qu'on aime. Mais quoi que ce soit, on aurait pu être boulanger, elle s'en foutait. Alors du coup, quand elle a vu que moi j'aimais dessiner, toute ma vie, en fait, j'ai senti que je pouvais. Et du coup, je suis arrivée au lycée, j'ai voulu aller en art appliqué, donc faire un lycée technique. Tous les profs étaient contre, quand même, au collège. Ils disaient tous, non, faut qu'elle fasse latin. Alors moi, j'étais très bonne en littérature. Et puis, ma mère a dit, non, elle veut faire de la BD, elle veut faire du dessin. Et elle m'a mis dans le lycée technique. Parce que ouais, parce qu'elle sait un bac, on s'en fout. Mais ma mère a eu le bac à 28 ans. Enfin, elle a fait aussi un parcours personnel ultra chaotique. Donc, et ensuite, j'ai été prise aux Arts Déco de Strasbourg. Donc, je suis partie à Strasbourg. Les fameux. La mafia de la bande dessinée. Et là, ça a française. été les pires années au niveau narcissique de ma vie entière. C'est-à-dire que je suis passée de bonne élève à une grosse daube. C'est-à-dire que ça me convenait pas du tout, moi, le côté liberté. J'étais complètement immature, donc j'allais jamais en cours, je faisais que boire de la bière et découvrir quand même la sexualité. J'ai fini quand même par... même si je n'en parle pas dans mes livres, j'ai fini par la découvrir. Il était temps. Et en fait, j'ai tombé amoureuse, j'ai bu de la bière, j'ai eu plein de copains, mais alors, j'étais nulle. Et en plus, j'étais en illustration jeunesse, alors que moi, ça ne me plaisait pas et que j'étais nulle. Et c'est que à la fin de ma scolarité, quasiment en 3e, 4e année, j'ai fini par redoubler quand même. Il fallait le faire à l'époque. Et j'étais dans la classe de boulet, quoi. Et finalement, j'ai découvert par Joseph B, qui est prof aux Arts Déco, qui est un dessinateur de BD, pourtant qui fait des trucs super réalistes, qu'on pouvait faire de la BD en dessinant pas de manière hyper réaliste. Parce que moi, t'es toujours dit, oui, Lisa, toi, comme tu dessines, de toute façon, tu pourras jamais faire Loisel. Donc, ce que tu vas faire, c'est faire de la BD de l'illustration jeunesse. Parce que comme toutes les filles faisaient ça à l'époque, on était encore dans un truc où les garçons faisaient de la BD, les filles faisaient de l'illustration jeunesse. Je suis arrivée aux Arts Déco, c'était en train de changer. Et puis après, je me suis mis à dessiner les 3 dernières années de ma scolarité. Donc, à partir de 21 ans, je bossais pour la presse chez Milan Presse, chez les Clés de l'actualité junior. Et j'ai commencé à être autonome financièrement, finalement, vers 22 ans, 21 ans. Et après, j'étais contactée par Camano. Grâce à Boulet, qui dessinait déjà dans Cho, j'ai dessiné dans Cho moi aussi en étant encore étudiante. Donc moi, mon parcours, par contre, ce que je veux dire, c'est que c'était une autoroute, hein. J'ai eu mon diplôme, j'ai fait ma première BD Nini Patalo direct derrière, et j'ai jamais arrêté depuis 20 ans, quoi. Et du coup, j'ai fait l'effet inverse que Fabien, c'est que moi, l'autre fois, je me suis réveillée, je fais, oh, mais en fait, ça se trouve, la BD, c'est pas du tout ce que je devais faire. Ça se trouve, genre, j'étais conditionnée. Est-ce que tu voudrais être ingénieur en... Oui, ça se trouve, je voulais être ingénieur en agronomie. Parfois, j'ai eu des crises existentielles où je me disais, mais finalement, depuis que je suis née, je suis presque, c'est comme une espèce de destin, quoi. Et des fois, je me dis, mais ça se trouve, j'aurais mieux aimé faire autre chose. Et c'est vrai que du coup, j'ai des petites périodes comme ça. Mais... Sociologue, peut-être. Je sais pas, mais non, mais en même temps, c'est un métier, en vérité, c'est un métier qui permet, parce que la BD qu'on fait avec Fabien, c'est du journalisme aussi. Donc, quelque part, on n'est pas dans l'auteur de BD dans son petit bureau, qui fait ses trucs dans sa tête. C'est un métier qui est hyper hybride, qui s'hybride très facilement. C'est ça qui est génial. Fabien, il passe son temps à voyager grâce à la bande dessinée. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est un métier qui peut amener très loin, qui peut faire plein de voyages, qui est très varié. En vérité, c'est un médium, donc on l'utilise comme on veut. Et effectivement, quand on a tendance à s'ennuyer, c'est un métier qui est quand même qui offre beaucoup de variété. Si on n'a pas envie de rester dans la même chose, là, moi, je me suis lancée aussi dans l'édition. Donc après, allez y venir. Parle-nous en quelques phrases d'exemplaires. Exemplaire, c'est une structure qui a maintenant 1 an et demi et qui est basée sur le crowdfunding, c'est-à-dire qu'on finance chaque livre en faisant des préventes avec des packs et des goodies. Enfin, je pense que maintenant un peu tout le monde sait ce que c'est le financement participatif, ce qui permet en gros de proposer une répartition des droits, enfin des revenus générés par le livre, plus à l'avantage de l'autrice et de l'auteur que ceux qui sont proposés dans l'édition classique, parce que l'économie n'est pas la même puisque la structure n'investit pas d'argent. Et que c'est l'auteur aussi qui fait sa
promo et sa communication. On prend des auteurs qui ont un public sur les réseaux sociaux pour faire ça. Et ce qui fait qu'on peut répartir l'argent autrement. Et après, plus politiquement, parce que ça, c'est juste factuel, on propose une autre façon de rémunérer parce qu'on a un autre système et qui vient aussi proposer une alternative à une chaîne du livre qui n'en propose pas depuis longtemps et qui dit « Oh, dommage, les auteurs sont de plus en plus pauvres, on peut rien faire, salut, allez, bisous ». Donc nous, on propose ça, mais c'est quand même factuel. Et après, au niveau politique, les contrats sont aussi un peu différents que chez un éditeur classique, où on ne cède pas ses droits jusqu'à 70 ans après notre mort, mais 2 à 4 ans. Nos contrats sont psychologiquement beaucoup plus réconfortants. Par contre, la création de la boîte est tout à fait politique, c'est-à-dire que ce qu'on propose n'est pas révolutionnaire au niveau factuel, au niveau plastique, au niveau formel, ça ressemble à la BD qu'on connaît. Il y a des trucs très mainstream, des trucs plus originaux. On révolutionne rien du tout. Par contre, notre volonté, elle est vraiment de proposer quelque chose d'autre qui puisse avantager des auteurs qui ont un gros parterre de lecteurs sur les réseaux sociaux et qui sont capables de se vendre eux-mêmes. Et par exemple, là, Boulet vient de faire son crowdfunding et je crois qu'il a fait combien de pourcents de l'objectif? Bah là, il en est à 1100, je crois. Ouais. Bah là, le premier, il était à 2000. Après, Boulet, c'est quand même l'exception, c'est-à-dire que c'est celui qui vraiment, il est 100 mètres devant tout le monde au niveau du crowdfunding. La plupart des auteurs, ils arrivent à gagner à peu près ce qu'ils auraient eu en avance compte tenu de leur carrière, du projet qu'ils proposent. Ils ont à peu près autant que ce qu'ils auraient eu chez un éditeur classique ou un peu plus, avec une autre façon de bosser, donc et après de meilleurs droits dans la durée. Maintenant, Boulet, c'est très particulier parce que lui, on dirait que le projet de maison d'édition était fait pour lui. C'est-à-dire qu'effectivement, un profil comme celui de Boulet, qui a un parterre de lecteurs énorme et qui a surtout une présence sur le web insensée, bah quand il dit je vends une BD, bah il y a 5000 personnes qui vont acheter sa BD, et dans notre économie, 5000 personnes, ça génère énormément d'argent pour l'auteur, là où chez un éditeur classique, avec ce qu'il a vendu, là, il a vendu 10 000 exemplaires du premier. C'est sympa, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais ce que ça a généré comme revenu pour lui était décuplé par rapport à ce qu'il aurait, ou on va dire, c'était au moins 5 fois plus ou 4 fois plus que ce qu'il aurait eu chez un éditeur normal. Donc on est dans une répartition des droits qui est différente, puisqu'il touche 3 ou 4 fois plus de droits que chez un éditeur normal. C'est un système qui a ses limites, hein, et d'ailleurs qui se veut pas en remplacement de ce qui existe déjà. Aujourd'hui, je pense que ça doit re-questionner sur un auteur comme Boulet, qui depuis 20 ans travaille à augmenter son lectorat, à bosser comme un chien. Je le connais, on était étudiants dans la même classe, donc c'est vraiment quelqu'un que je connais depuis avant qu'il publie, quand on était jeunes et qu'on se tirait la bourre pour savoir qui allait avoir le prix du festival d'Audincourt de l'affiche, quoi. Ce gars, il a bossé comme un fou, il a pas été pris tout de suite aux Arts Déco, il a mis 3 ans à être pris. Il a été, comme moi d'ailleurs, assez méprisé au moment du diplôme parce qu'il faisait déjà de la BD, qu'il bossait déjà, on lui a dit la BD, nanani. Il a trahi son dessin, il a bossé mais comme un chien, il a accepté des plans les plus pourris qui soient. Moi, je l'ai vu dans des bus Glénat, à chaud, aller tout seul. Il a tout accepté, il a mangé de la vache enragée. Aujourd'hui, c'est un gars qui arrive à plus de 45 ans à réussir dans ce qu'il fait. Pour moi, le fait que, parce qu'on m'a dit, mais c'est pas normal qu'il gagne autant, il devrait repartager. J'ai dit, mais le mec, ça fait 20 ans qu'il trime, il s'est fait tout seul. Il a gagné, je vais pas faire de tabou, il a gagné dans les 100 000 euros avec notre projet. Ouais. Bah super, une fois dans sa vie, ce mec qui bosse comme un con depuis 20 ans, il va gagner 100 000 euros, il est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Pourquoi je vais lui dire, ah bah non, Boulet, en fait, toi, je vais reprendre tes 50 000 euros, tu vois, puis je vais Et je comprends que la base du capitalisme, ce qu'on se bat dans la société pour enlever aux plus riches, mais je veux dire, c'est pas non plus des revenus. Il a pas gagné 3 millions. Il aurait gagné 3 millions, il aurait gagné même 500 000 euros, ça se posait. Et puis Boulet, c'est le seul de tout le groupe qui a généré autant de revenus. Et puis, les auteurs qui passent par exemplaire, pour autant, arrêtent pas forcément de faire des bouquins ailleurs qui servent à la répartition. Oui, et puis Boulet, quand il fait un livre chez Exemplaire, il fait vendre tous les livres de tous les autres auteurs. C'est-à-dire que lui, quand il est en crowdfunding chez nous, on vend, je sais pas, facilement 3-4 fois plus de livres que d'habitude, juste parce qu'il y a Boulet. Et les autres qui font des crowdfunding en même temps que lui ont aussi plus de... Enfin, en vrai, ça, c'est des locomotives. Parce qu'il ramène des gens sur la plateforme. Il ramène des gens. Et puis, après, évidemment, en plus, il fait un livre chez nous, il en fait d'autres, il continue de bosser pour tous ses éditeurs habituels. Les auteurs comme ça, de toute façon, ils font un livre chez nous le temps d'un livre. Et puis, de toute façon, il a parrainé quand même une autre autrice. Enfin, on avait fait un système de parrainage pour les gens qui ont des crowdfunding comme ça très réussis, où ils parrainent un jeune auteur, une jeune autrice, en s'engageant à compléter la somme si l'autrice ou l'auteur ne remplit pas son crowdfunding. Comme on s'est connu il y a longtemps, à l'époque des blogs BD, oui. On sait que le parrainage de Boulet, ça aide bien, puisque c'était le premier parrain du Festiblog, et c'est comme ça que l'événement a eu de la notoriété. Quelqu'un comme Boulet, c'est quelqu'un qui devrait être rémunéré pour le travail de communication qu'il fait sur son travail. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vend les livres qu'il vend. Pour 70% des livres qu'il vend, c'est parce que c'est lui qui fait la promo. Enfin, à un moment donné, les éditeurs devront se questionner sur ce genre d'auteur-là pour lui dire, écoute, on va te donner de l'argent en plus qui sera du fixe, parce que ce travail de communication, tu le fais à notre place. Tant que les éditeurs se rendent pas compte d'à quel point les auteurs sont devenus polyvalents, on va droit dans le mur, parce que à un moment donné,
Bah oui, les auteurs sont de plus en plus capables de faire un livre tout seul, de le vendre tout seul, de faire la promo tout seul. Et tant que les éditeurs ils le verront pas, ça, ils sauront pas voir en fait chez certains auteurs ces compétences supplémentaires, on aura un problème. Il y a combien de personnes bah là aujourd'hui, maintenant il y a exemplaires bah, maintenant on est plus de 20 auteurs. Il y a à peu près, je pense, une quinzaine de livres qui sont sortis là, et on en aura autant l'année prochaine. En fait, on produit quand même pas mal. Et on commence à avoir pas mal de libraires parce que du coup, on a aussi beaucoup travaillé la relation libraire parce qu'on n'a pas de commerciaux. Parce qu'aussi, on se distribue nous-mêmes. Mais je sais, mais tu m'avais mise en garde d'ailleurs quand j'ai voulu m'auto-éditer sur tous les problèmes de mais j'ai pas reçu le livre parce que Chronopost m'a pas livré. On va passer à la sélection. Quelle est la dernière bonne histoire que vous, tout genre confondu, ça peut être une série, un film, un livre, que vous avez vu, lu ou entendu et qui vous a marqué? Ça rejoint un peu le tout début de l'échange où on parle. Enfin, je disais, en gros, une bonne histoire, ça doit être simple. C'est un truc où tu te dis dès le départ, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est dans la façon dont ça va être traité, dans les personnages, que ça va devenir une histoire qui nous transporte. Pour moi, il y a 2 exemples là, assez récents. Julie en 12 chapitres, qui est un film. Alors le pitch, il est hyper bateau. Ça raconte la séparation puis tentative de retour d'un couple. Sauf que de la façon dont c'est mené, de la façon dont c'est construit à la fois les personnages et l'histoire, ça la rend hyper attachante. Ah donc, oui. Alors Fabien, moi j'ai détesté ce film et tu sais pourquoi? Parce que je déteste cette nana. Je la trouve pas du tout attachante. Ou la... Non, le personnage. Le personnage. Le personnage, je trouve nombriliste, mal dans sa peau et que du coup à la fin, je dis oh là là. Mais tu sais, je pense que ça renvoie à un autre truc de qu'est-ce qui fait une bonne histoire, c'est que c'est très subjectif. Ouais. Et que si t'as de l'empathie pour le personnage ou pas, bah t'accroches pas et donc t'es pas transporté. Donc il y a cette histoire-là. Et l'autre, pour le coup, je sais que ça t'a plu puisqu'on en a parlé il y a pas longtemps, c'est The Chief. Ça raconte, en gros, c'est un film, c'est un plan séquence qui raconte la soirée de service d'un restaurant, depuis la phase de préparation jusqu'à la phase de service. Et dans ce plan séquence, en fait, ce qui est assez génial, c'est que tu suis des mini-histoires de chacun des intervenants à ce restaurant, et en particulier le chef, qui a une importance un peu plus grande dans l'histoire. Et donc pour moi, ces 2 films, ils représentent bien ce qui est difficile à réussir, et ce que je recherche, c'est la simplicité, et avec la simplicité, faire une histoire qui transporte, même si les personnages sont nombrilistes. Non, on a le droit de pas aimer toujours le Bah oui, ça. Mais The Chef, j'adore. Lisa? Alors j'avais pas du tout réfléchi en fait à ça. Alors c'est horrible parce que dans la panique me vient que un seul titre de film qui est pas du tout récent, mais que j'ai vu il y a pas très longtemps et je sais pas pourquoi, qui m'a extrêmement marqué. C'est Call Me by Your Name. J'ai adoré ce film. Alors avec raconte-nous de quoi Chalamet, ça parce parle. que la beauté de Chalamet. Non, je rigole pas, c'est pas à cause de ça. Bah ça parle d'une histoire d'amour en fait, de l'éveil à l'amour d'un adolescent, d'un jeune adulte, d'un grand adolescent avec un Américain qui est là en visite, qui est pas beaucoup plus vieux que lui, et comment en fait cet éveil, lui sensuel, il le vit avec cet homme-là, il le vit aussi avec sa copine, et comment en fait on est dans un espèce de plaisir d'essence dans un été flamboyant en Italie avec ce jeune acteur qui est beau, qui en fait comment les acteurs, les 2 dévorent la vie comme ça dans toutes ses formes, dans un peu une classe bourgeoise, parce qu'ils parlent un peu plein de langues, et en fait comment il y a un plaisir de vivre. Ce film il est solaire et il m'a extrêmement plu, mais alors c'est un film hyper sensuel, c'est vraiment sur les sens quoi. Et j'ai adoré la façon dont il raconte une relation comme ça, un amour d'été entre ces 2 jeunes hommes, et comment en fait l'homosexualité n'est pas du tout le sujet. On dirait tout le temps Chalamet qu'il est incroyable, il est surtout abasourdi par le plaisir que tout lui procure. Il mange un fruit, c'est incroyable. Il embrasse une fille, c'est incroyable. Il a cet homme dont il tombe amoureux, c'est incroyable. Et il vit tout. Et après, à un moment donné, il est triste parce que c'est un amour d'été. Et comment il vit sa tristesse aussi de manière pleine. Ce film, en fait, il m'a marqué. Alors, j'aurais voulu trouver autre chose. Par exemple, j'ai lu des BD entre temps et tout. Mais alors, c'est ce film qui m'est venu là. Donc, c'est celui-là dont je. Et alors, à propos de BD reportage et documentaire, quelle est celle qui vous sert de référence? Ça peut être un truc très ancien, que vraiment vous dites ça, c'est vraiment ce que j'aime. Je pense que la première que j'ai lue, ça doit être une de Joe Sacco, genre Gore HD. Et c'est bizarre parce que elle m'a beaucoup marqué. En même temps, je suis à peu près sûr que c'est pas le genre de choses que je veux faire. Pas parce que je trouve que c'est pas bien fait. Au contraire, je trouve que c'est hyper rigoureux, très riche et tout. Mais justement, je pense que pour moi, la façon dont je veux raconter les histoires, c'est beaucoup trop riche. Il y a beaucoup trop de dialogues, de plans fixes. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas forcément une référence, mais c'est une BD qui m'a donné un peu le cap, en fait, qui m'a montré un peu ce qu'il était possible de faire en BD journalistique.
journalisme. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un maître dans ce domaine-là et c'est des chouettes BD. Moi, j'ai été évidemment hyper marquée. Alors, c'est pas vraiment du reportage, mais c'est quand même de la BD autobiographique et documentaire. C'est évidemment Maus. Pour moi, la première BD que j'ai lue dans le truc là où j'étais jeune, que je trouve toujours qui est un chef-d'œuvre. Et ensuite, le photographe de Guibert, un style graphique qui n'a rien à voir avec le mien, mais pour le coup que j'ai vraiment adoré. J'ai mis très longtemps à le lire parce que le dessin était pas du tout ce que j'avais l'habitude de lire. Ouais. Et au final, j'ai trouvé ça génial. Après, il y a évidemment Guy Delisle, qui est un peu une référence aussi, qui ressemblerait plus à ce qu'on fait finalement. Mais celui, moi, les deux, je dirais Art Spiegelman et Maus pour moi, parce que ça montrait aussi l'autobiographie, ça montrait aussi comment on raconte l'histoire. Ça, je trouve qu'il a développé, puis avec un trait extrêmement simple. Donc pour moi, c'est un peu, je trouve, ça a été fondateur. Pour finir, quel est le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu? J'ai jamais eu la chance que quelqu'un se soit adressé personnellement à moi pour me donner un conseil. Non, mais je me souviens. Mais ton événement déclencheur, pas trop loin du début. Non, mais je me souviens d'un truc. Il y a une phrase qui m'a marqué, qui m'était pas personnellement adressée, puisqu'elle était racontée à la radio par Riyad Satouf. À l'époque, j'étais encore ingénieur et je commençais déjà à lorgner vers la bande dessinée. Et moi, il y avait un truc justement, ce côté dont je parlais tout à l'heure, nul en français, nul en écriture, et donc a priori incompétent pour faire du scénario. Et dans une interview sur France Inter, il avait dit faire de la BD, c'est un peu comme jouer avec des Playmobil. Et en fait, moi, ça m'a parlé très fort parce que étant gamin, j'adorais jouer avec des Playmobil et je pouvais jouer. Mais alors, Lisa aussi. 3 heures d'affilée à me raconter des histoires qui avaient probablement ni queue ni tête, mais le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, hormis le fait de se faire plaisir, c'est là que je me suis dit, mais en fait, pour raconter une histoire, c'est simple, faut juste se faire plaisir et se lancer, et tu prends des Playmobil dans tes mains et tu commences à les faire parler, puis comme ça se construit l'histoire. Donc c'est pas un conseil d'écriture hyper rigoureux, mais c'est plus dans le concept de revenons à un truc simple. En fait, écrire, c'est simple. Après, en faire une bonne histoire, c'est pas forcément simple. Mais la base de tout, c'est juste se faire plaisir et commencer à se raconter avec des petites voix dans la tête, des personnages qui interagissent, et puis après on les laisse vivre, et puis éventuellement on retravaille dessus, mais ça serait ça du coup. Je sais qu'une fois Lewis m'a dit tu veux faire du documentaire, mais t'as plus d'idées ou quoi? Mais c'était il y a avant que j'en fasse, donc il y a 20 ans, et maintenant je dirais oui Lewis, t'as été un peu dur sur ce truc-là. Mais non, mais j'ai surtout le déclic, je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a fait avoir, mais c'est de voir autant de merde en fait, de lire autant de merde et de voir autant de merde à la télé. Ça m'a hyper décomplexé. Un jour, je me suis dit, mais faut surtout pas être perfectionniste dans la vie. Quand tu vois le nombre de merdes qui sortent, il y aura bien une place pour la mienne. Et à partir du moment où je me suis dit ça, mais alors ça m'a décomplexé. Je me suis dit, alors là, vu ce qui sort, franchement, et c'est surtout de pas avoir envie de faire le truc. Je pense que ce qui peut bloquer le plus, c'est de vouloir faire genre le truc du siècle, le truc parfait, le truc super. Alors là, il y a rien de pire pour créer. Je pense qu'effectivement, faut s'amuser, raconter. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui aura fait un truc tout pourri et qui sera édité. Donc, il y a de la place. Allez-y. Ça va être un très bon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que se termine ce dernier épisode de l'année. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nos invités, que nous remercions pour leur disponibilité et leur gentillesse. Vous pouvez commander la dernière BD de Lisa Mandel, une année exemplaire, sur le site www.exemplaire-édition.fr, avec tous les livres en précommande des autrices et des auteurs de la maison d'édition. Quant aux dernières BD de Fabien Toulmé, Les reflets du monde en lutte pour les plus grands et Marie-Lou pour les plus petits, vous pouvez vous les procurer dans toutes les bonnes librairies. Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir pendant les fêtes, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir au coin du feu. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de l'épisode. Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer notre podcast, le mieux c'est de parler de la machine à écrire à votre famille, à vos collègues et à vos amis. Le bouche à oreille est le meilleur moyen pour nous faire connaître. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify afin de nous aider à grimper dans le classement. C'est très utile pour nous. Pour finir, un grand merci une nouvelle fois pour votre fidélité et pour vos messages qui nous font très plaisir. On en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un bon réveillon, et on vous donne rendez-vous en 2023 pour de nouveaux épisodes et de nouvelles histoires. À bientôt.